et une cellule au microscope. Aucune paroi, aucun chloroplaste, un noyau bien net. Et une usine à protéines qui tourne à plein régime. Alors, animal ou végétal? Et spécialisé dans quoi? Voilà la question du jour. Salut Larissa, contente de te retrouver. Un beau QCM de bio aujourd'hui, j'adore, parce qu'un QCM, ça se gagne à la méthode, pas au hasard. Et ce qu'on fait là, je le fais avec toi sur toutes les matières du concours FASA. Et je te le dis, parce que peu de gens le savent, je peux t'aider bien au-delà de la FASA. Dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Bon, vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, une cellule inconnue est observée au microscope électronique. Son matériel génétique est enfermé dans une enveloppe percée de pores. Elle a de nombreuses mitochondries, un réticulum endoplasmique granuleux très abondant, un appareil de Golgi très développé, de nombreuses vésicules près de la surface. Aucune paroi, aucun chloroplaste, aucune grande vacuole centrale. Quelle est la nature de cette cellule et sa spécialisation? A. Une cellule végétale de feuilles, spécialisée dans la capture de la lumière. B. Une cellule animale glandulaire, spécialisée dans la sécrétion de protéines. C. Une cellule bactérienne du sol, spécialisée dans la dégradation de la matière organique. D. Une cellule végétale de racines, spécialisée dans l'absorption de l'eau et des ions. Un vrai QCM d'observation, celui où l'énoncé te noie sous les détails pour voir si tu sais trier. Dis-moi Larissa, aujourd'hui, tu as pris ton indice? Petit rappel avant sa réponse. TurboClass offre un coup de pouce, mais il consomme une question sur son quota du jour. Larissa l'a-t-elle pris? On va voir. Non, la bio c'est mon terrain, je me suis lancée direct. J'aime cette confiance. Montre-moi ce que tu as choisi. J'ai choisi la B, une cellule animale glandulaire spécialisée dans la sécrétion de protéines. Petit arrêt. Si ce décryptage t'aide, abonne-toi, mets un like et partage. Tu aides d'autres candidats à la FASA à nous trouver. On retrouve Larissa et Tot. Exact Larissa, c'est la bonne lecture et elle est nette. Tu ne t'es pas laissé éblouir par l'inventaire d'organites. Tu as trié les indices dans le bon ordre. Bravo. Reprenons ensemble parce que la méthode vaut plus que la réponse. Une cellule, on l'identifie en 2 temps et il ne faut jamais mélanger les deux. Premier temps, la nature. On regarde les caractères qui disent à quel type appartient la cellule. Le matériel génétique est enfermé dans une enveloppe percée de pores. C'est l'enveloppe du noyau. Donc, il y a un vrai noyau, la cellule est eucaryote. Ce seul détail élimine déjà la bactérie. Un prokaryote n'a pas de noyau, ni Golgi, ni réticulum. Ensuite, aucune paroi, aucun chloroplaste, aucune grande vacuole centrale. Ces 3 absences réunies interdisent le végétal. La cellule est donc animale. Deuxième temps, la spécialisation. Là seulement, on lit les caractères d'abondance. Réticulum granuleux très abondant, fabrication intense de protéines. Golgi très développé, maturation et tri de ces protéines. Nombreuses vésicules près de la surface, la cellule libère son produit vers l'extérieur. Ces 3 organites forment exactement la chaîne de la sécrétion. Et les mitochondries nombreuses fournissent l'énergie que ce travail consomme. Conclusion, une cellule glandulaire spécialisée dans la sécrétion de protéines. C'est bien la B. Et regarde les 3 pièges que tu as évités. La A, cellule de feuilles, très active, oui, mais l'énoncé dit aucun chloroplaste, donc pas de capture de lumière, et aucune paroi, donc pas végétale. La C, bactérie, elle contredit la toute première donnée, car une enveloppe à pores autour du noyau, aucune bactérie n'en a. La D, cellule de racine, l'absence de chloroplaste collait, oui, mais une racine garde sa paroi et sa grande vacuole, toutes 2 absentes ici. Garde bien ce réflexe pour ton examen ou ton concours. Identifie une cellule en 2 temps. Les caractères de nature, noyau, paroi, chloroplaste présent ou absent, disent le type. Les caractères d'abondance, quels organites sont développés, disent seulement la spécialisation. Le piège classique, c'est de confondre les deux parce qu'ils sont dans le même inventaire. Des mitochondries nombreuses, une cellule végétale très active en a aussi. Seules les absences, paroi et chloroplaste, permettent de trancher le règne. Et je te donne ta note en toute transparence. Réponse juste, 5 étoiles, plus 15 points d'expérience, le bonus du pass est appliqué. Et tu les mérites parce que tu n'as pas deviné. Tu as raisonné dans l'ordre. C'est ça qui tient le jour du concours. Ah, ça y est, je vois la logique. D'abord la nature, ensuite la spécialisation. Je ne les mélangerai plus. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui prépares la FASA, prends un pass sur turboclass.africa. Tot corrige tes copies pas à pas, dans toutes les matières, sans jamais te juger. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là.
Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Todd. Dis Tot, si l'énoncé n'avait pas parlé de parois ni de chloroplaste, comment j'aurais fait pour trancher entre animal et végétal ? Bonne question, parce que c'est exactement là que beaucoup se plantent. Tu chercherais les 3 marqueurs propres au végétal, la paroi, les chloroplastes et la grande vacuole centrale. S'il en manque un seul par oubli, on peut hésiter. Mais quand les 3 sont explicitement absents, comme ici, le doute n'est plus permis, c'est animal. Ne te fie jamais à un seul critère, c'est le faisceau d'absence qui fait la preuve. D'accord. Et le réticulum granuleux, pourquoi granuleux, ça veut dire qu'on fabrique des protéines ? Parce que les grains collés dessus, ce sont les ribosomes, les ateliers qui assemblent les protéines. Un réticulum lisse, sans grains, s'occupe plutôt des graisses. Donc granuleux et très abondant, c'est le signe d'une cellule qui produit des protéines à la chaîne. Ensuite, le Golgi les emballe et les vésicules les expédient. La chaîne complète de la sécrétion. Et on ne s'arrête pas là. Dans l'application, je te pousse un cran plus loin sur ce même exercice. Redis-moi vite, parmi tous ces indices, lesquels prouvent que la cellule est animale ? Les 3 absences. Pas de parois, pas de chloroplaste, pas de grande vacuole. Parfait. Et maintenant, un « et si ». Et si j'ajoutais une grande vacuole centrale à la description ? Ta réponse tiendrait encore ? Non, il faudrait tout reprendre côté végétal. Voilà comment on s'entraîne ensemble, question après question, jusqu'à ce que le réflexe soit à toi. Une courbe faite de 2 morceaux. Quelle valeur choisir pour qu'ils se rejoignent sans saut au point 2 ? Salut Larissa, contente de te retrouver. Les maths, c'est ton point sensible, alors on avance tranquillement. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est, on a une fonction f définie sur tous les nombres réels. Pour x plus petit que 2, f de x égale x carré moins 4 divisé par x moins 2. Pour x supérieur ou égal à 2, f de x égale a fois x plus 1. Il faut trouver la valeur de a pour laquelle f est continue au point 2. Puis justifier qu'avec cette valeur, f est continue partout. Beau sujet de raccordement, ça revient souvent au concours FASA. Dis-moi une chose avant d'écouter ta réponse. Aujourd'hui, tu as pris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais ça consomme une question sur son quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Pour raccorder 2 morceaux de courbe en un point, il y a une condition à écrire au point 2. Ce qui arrive par la gauche doit rejoindre ce qui arrive par la droite et rejoindre aussi l'image du point. Attention au morceau de gauche. En remplaçant x par 2, tu tombes sur 0 divisé par 0. Ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut d'abord transformer l'écriture. Regarde, x carré moins 4. Est-ce que ça se factorise ? Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. Le point de raccord, c'est 2. Pour que f soit continu en 2, il faut que la limite à gauche, la limite à droite et f de 2 soient égales. La valeur f de 2 se lit sur la seconde expression, celle avec l'inégalité large. f de 2 égale 2a plus 1. Pour la limite à gauche, je remplace x par 2 et je tombe sur 0 sur 0. Alors je factorise. x carré moins 4 égale x moins 2 fois x plus 2. Je simplifie par x moins 2 et il reste x plus 2. La limite à gauche vaut donc 2 plus 2 égale 4. À droite, a fois x plus 1 tend vers 2a plus 1. Pour la continuité, 4 égale 2a plus 1. Donc 2a égale 3 et a égale 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Avec cette valeur, chaque morceau est une droite, donc continue, et le point 2 se raccorde. Donc f est continu partout et c'est la seule valeur de a qui marche. On fait une pause de secondes, un like, un abonnement, un partage, et l'algorithme montre ce décryptage à un autre futur agronome. Merci. On retrouve Larissa et Tot. Impeccable Larissa, l'indice t'a mise sur la bonne piste. Factoriser au lieu de bloquer sur le 0 sur 0, et à partir de là, tu as tout déroulé juste. Bonne condition, bon calcul, bonne conclusion. Reprenons quand même pour bien ancrer le réflexe. Être continu au point 2, ça veut dire 3 choses qui collent ensemble. La limite en arrivant par la gauche, la limite en arrivant par la droite, et la valeur f de 2. Si les 3 sont égales, la courbe se raccorde sans saut. Premier réflexe, celui qui rapporte les points faciles, f de 2. L'image de 2 se lit sur l'expression dont l'inégalité est large, x supérieur ou égal à 2. C'est donc la seconde, f de 2 égale 2,1 plus 1. On ne calcule rien de compliqué pour ça. Le vrai piège était à gauche. Pour x plus petit que 2, f de x égale x carré moins 4 sur
x moins 2. Si tu remplaces bêtement x par 2, tu obtiens 0 sur 0. Ce n'est pas la limite n'existe pas, c'est l'écriture est mal posée, transforme-la. Et c'est exactement ce que tu as fait. X carré moins 4 égale x moins 2 fois x plus 2. On simplifie par x moins 2, permis car x reste différent de 2, et il reste x plus 2 qui tend tranquillement vers 4. L'erreur classique ici, celle que beaucoup de candidats font, confondre la limite à gauche et la valeur de la première formule en 2. Les deux se calculent sur la même expression, mais cette expression n'est pas définie en 2, division par 0. Il faut d'abord la simplifier en x plus 2, puis passer à la limite. Ce petit détour, tu ne l'as pas raté. Le calcul, au propre, limite à gauche, x plus 2 tend vers 4, limite à droite, a fois x plus 1 tend vers 2a plus 1. Condition de raccord, 4 égale 2a plus 1. Donc 2a égale 3 et a égale 1,5. Et la dernière ligne compte autant que le calcul. Une fois a fixé à 1,5, il faut dire pourquoi f est continu partout. 3 morceaux comme tu l'as fait. À gauche, une droite, à droite, une autre droite, et au point 2, le raccord est établi. Comme l'équation 4 égale 2a plus 1 n'a qu'une seule solution, aucune autre valeur de a ne convient. Ton « et seulement pour cette valeur » est bien justifié. Et retiens ça pour ton examen ou ton concours. Un raccordement en un point, c'est une équation d'inconnu a. On écrit limite à gauche égale limite à droite égale valeur au point. On remplit chaque case, on résout. Et dès qu'une limite donne 0 sur 0, ce n'est pas un mur, c'est un signal, factorise et simplifie avant de conclure. Je te donne ta note en toute transparence. Réponse juste au calcul, 5 étoiles, plus 15 points d'expérience, 10 de base, multiplié par 1,5 avec ton pass actif. Et je le dis clairement, l'indice t'a débloqué sur le 0 sur 0, mais tout le reste, la factorisation, l'équation, la conclusion, c'est toi qui l'as fait et bien fait. Ah, j'ai compris! Le 0 sur 0 n'était pas un mur, juste un signal pour factoriser. Une fois x plus 2 trouvé, tout s'est mis en place. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et vous qui nous écoutez, si votre enfant prépare le concours FASA, offrez-lui un pass sur turboclass.africa. Tot le corrigera pas à pas, sans jamais l'humilier. Ou contactez un ambassadeur TurboClass près de chez vous. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, pourquoi j'ai le droit de simplifier par x-2 alors qu'après je fais tendre x vers 2? On dirait qu'on divise par 0 juste après. Bonne question, c'est subtil. Quand tu calcules la limite à gauche, x prend des valeurs strictement plus petites que 2. 1,9, 1,99 et ainsi de suite. Mais jamais 2 exactement. Donc x-2 n'est jamais nul pendant tout le trajet. Et la simplification est parfaitement légale. Tu obtiens x plus 2. Ce n'est qu'à la toute fin, sur cette nouvelle écriture x plus 2, qui elle est bien définie en 2, que tu remplaces par 2 et trouves 4. On ne divise jamais réellement par 0. On s'en approche sans jamais y toucher. D'accord, ça c'est clair. Et dis-moi, si l'énoncé avait mis l'inégalité large de l'autre côté, sur le premier morceau, ça changeait quoi? Ça changerait quelle expression donne f de 2. Si le supérieur ou égal était sur le morceau de gauche, f de 2 se lirait sur x carré moins 4, sur x moins 2. Sauf que cette formule n'est pas définie en 2. La fonction serait alors mal posée à cet endroit. C'est pour ça que, dans un exercice bien construit, l'inégalité large tombe sur le morceau qui, lui, est calculable au point. Ici, a fois x plus 1. Regarde toujours de quel côté est le ou égal. C'est lui qui te désigne f de 2. Et tu sais, dans l'application, on n'aurait pas fini là. Je te ferai d'abord vérifier ton résultat, reprends a égale 1,5 et calcule le morceau de droite en 2. 2 fois 1,5 plus 1. Ça fait? Ça fait 3 plus 1, 4. Voilà, exactement la même valeur que la limite à gauche. Les deux bouts tombent sur 4. La preuve que ta courbe se raccorde sans saut. Et ensuite, je te lancerai un « et si ». Et si l'énoncé avait demandé a fois x moins 1 à droite, comment tu retrouverais a? J'écrirais 4 égale 2a moins 1, donc 2a égale 5, et a égale 2,5. Parfait. Tu vois, la méthode ne bouge pas, seule la case change. C'est ça, maîtriser le réflexe.
Peut-on récolter le maïs 2 fois par an, là où il ne pleut qu'une seule saison? Un exploitant veut faire comme son parrain. Regardons si c'est possible. Salut Larissa, contente de te retrouver. On regarde ça ensemble, à ton rythme. Et retiens une chose dès maintenant. Ce que je fais avec toi ici, je le fais bien au-delà du concours FASA. Dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Allez, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est, un exploitant vit dans une zone où il n'y a qu'une seule saison des pluies dans l'année. Il veut faire 2 campagnes de maïs par an, comme son parent, qui vit dans une zone à 2 saisons des pluies. On me demande d'analyser ce projet, dire s'il est possible en culture pluviale, expliquer le raisonnement qui permet de trancher et proposer d'autres pistes que l'exploitant peut examiner à la place. Beau sujet d'analyse, ça parle d'agriculture de chez nous, tu vas être à l'aise. Dis-moi d'abord une chose Larissa. Aujourd'hui, tu as appris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais ça consomme une question sur le quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Avant de te lancer, mets bien à plat un mot, le régime des pluies. Monomodal et bimodal, ce n'est pas un détail de vocabulaire. Chacun décrit combien de saisons des pluies une zone reçoit dans l'année. Compte les fenêtres d'eau que chaque milieu offre, puis demande-toi ce qu'une campagne de maïs réclame comme fenêtre. C'est là que se joue le réalisable ou pas. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. En culture pluviale, le projet n'est pas réalisable tel quel. Le maïs a besoin d'eau pendant tout son cycle, et en culture pluviale, la seule eau disponible, c'est la pluie. Or, une zone à une seule saison des pluies n'offre qu'une seule fenêtre dans l'année où l'eau est là en continu, suivie d'une longue saison sèche. 2 campagnes demanderaient 2 fenêtres. La deuxième tomberait en pleine saison sèche, sans eau. C'est donc impossible. La différence avec le parent ne vient pas de sa technique. Il est dans une zone à 2 saisons des pluies, donc 2 fenêtres. C'est le milieu qui change, pas la compétence. À la place, l'exploitant peut amener une source d'eau indépendante de la pluie, l'irrigation, pour espérer une seconde campagne. Ou mieux, exploiter son unique fenêtre, bien choisir la date de semis et une variété dont le cycle colle à la durée de la saison des pluies. Donc chez lui, 2 campagnes en pluviale, c'est non. Avant la suite, abonne-toi et partage à un ami qui prépare aussi le concours FASA. C'est gratuit pour toi et ça nous aide énormément. Voilà, on retrouve Larissa et Tot. Alors Larissa, presque parfait, et sur l'essentiel, tu y es pleinement. L'indice t'a fait poser le régime des pluies avant tout, et tu en as tiré le bon fil. Tu comptes les fenêtres d'eau, tu compares à ce que réclame une campagne de maïs, et tu conclus juste. Tu as même évité le piège classique du concours, dire que le parent travaille mieux. Tu as vu que c'est une différence de milieu, pas de compétence. C'est exactement le cœur de la question, et il est acquis. Reprenons dans l'ordre pour bien fixer la démarche. D'abord, la ressource qui commande tout. Le maïs réclame de l'eau pendant tout son cycle, et en pluvial, cette eau ne vient que de la pluie. Ensuite, on la confronte au régime de la zone. Une seule saison des pluies, donc une seule fenêtre d'eau continue. Et on conclut, 2 campagnes demanderaient 2 fenêtres. La seconde tomberait dans la saison sèche, sans eau. Le parent, lui, a simplement 2 fenêtres. Tout ça, tu l'as. Ou il te manque un pas, et c'est un pas d'analyse, pas de fond. Ta copie s'arrête sur le cas, chez lui, c'est non. Dans une épreuve d'analyse, une bonne réponse ne se referme pas sur l'exemple. Elle remonte à la règle générale qui l'illustre. Ici, la règle est simple et forte. Le nombre de campagnes possibles en culture pluviale n'est pas un choix de l'exploitant, il est fixé par le régime des pluies de la zone. Copier l'organisation d'une autre exploitation n'a de sens que si les 2 milieux offrent les mêmes fenêtres. On compare toujours les milieux avant les pratiques. Cette phrase de synthèse, c'est elle qui transforme un bon raisonnement en une vraie analyse. Un mot sur tes pistes, qui sont bonnes et bien dans le sujet. L'irrigation, la seule qui lève vraiment la contrainte en eau, et mieux exploiter l'unique fenêtre. Tu pouvais en ajouter 2, tout aussi légitimes. Réduire les pertes après récolte, mieux sécher, mieux stocker rend disponible plus de ta récolte, sans seconde campagne, et diversifier plutôt que dupliquer, en occupant la saison sèche par une activité qui ne dépend pas de la pluie. Ce n'est pas une erreur de ne pas les avoir cités, juste de quoi enrichir. Et garde bien ça pour ton examen ou ton concours. Dans une analyse, tu tranches, tu démontres, puis tu conclus par la règle générale que le cas illustre. Ici, on compare les milieux avant les pratiques, parce que c'est le régime des pluies, pas l'exploitant, qui fixe le nombre de campagnes possibles en pluvial. Une copie qui s'arrête au cas particulier laisse la moitié des points de la synthèse. Et ta note, en toute transparence ? 4 étoiles plus 8 points d'expérience. L'indice t'a fait franchir l'essentiel, le régime des pluies et la différence de milieu. Il te reste une seule habitude à prendre, toujours conclure par la règle générale.
C'est ça qui te fera passer de 4 à 5 étoiles. Ah, j'ai compris! J'avais la bonne réponse, mais je me suis arrêtée trop tôt. Je dois finir par la règle générale. C'est le régime des pluies qui décide, pas l'exploitant. Merci beaucoup, Tot. Si tu veux t'entraîner sérieusement pour le concours, inscris-toi sur turboclass.africa. Des milliers d'exercices corrigés par Tot t'attendent, matière par matière. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, si l'exploitant met en place l'irrigation, là je peux dire que 2 campagnes deviennent possibles? Oui, mais dis-le proprement. Avec une source d'eau indépendante de la pluie et les moyens de la mener au champ, la contrainte n'est plus climatique, elle devient technique et économique. C'est la seule piste qui rend une seconde campagne possible au sens strict. Et note bien le glissement. Tu ne changes pas le régime des pluies, tu ajoutes une ressource en eau que le régime ne fournissait pas. D'accord. Et comment je repère, le jour du concours, qu'on attend une règle générale à la fin et pas juste la réponse au cas? Regarde le verbe de la consigne. Analyser, discuter, expliquer le raisonnement. Ces mots demandent une démarche, donc une conclusion qui dépasse l'exemple. Prends l'habitude, dès que tu as tranché le cas, de te demander « Quelle règle générale ce cas illustre-t-il » Et tu écris cette phrase. C'est presque toujours elle qui fait la différence entre une copie correcte et une copie forte. Et pour bien l'ancrer, on pousse un cran plus loin ensemble. Reformule-moi en une seule phrase la règle générale comme tu l'écrirais en bas de ta copie. Le nombre de campagnes possibles en pluvial est fixé par le régime des pluies de la zone, pas par l'exploitant. Voilà, c'est exactement ça. Et maintenant, une question pour aller plus loin. Et si la zone à 2 saisons des pluies n'avait que des saisons très courtes, est-ce que 2 campagnes de maïs resteraient possibles? On creusera ça ensemble dans l'appli. 2 alcools acceptent de s'oxyder. Un 3e refuse net. Qu'est-ce qui les sépare? Un seul atome de carbone. Salut Larissa, contente de te retrouver. La chimie, tu la tiens plutôt bien. On regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est expliquer, à partir de la structure du carbone fonctionnel, pourquoi un alcool primaire et un alcool secondaire subissent une oxydation ménagée, alors qu'un alcool tertiaire, non. Puis préciser pourquoi l'oxydation d'un alcool primaire comporte 2 stades, alors que celle d'un alcool secondaire n'en comporte qu'un. Beau sujet de chimie organique, un classique du concours FASA. Dis-moi d'abord une chose, Larissa. Aujourd'hui, tu as pris ton indice? Chez TurboClass, un coup de pouce est possible avant de répondre, mais il consomme une question sur son quota du jour. Voyons le choix de Larissa. Oui, j'en ai pris un. La chimie organique, je la sens moins que la bio. Ok, voici l'indice. Ne regarde pas d'abord les réactifs. Regarde la classe de l'alcool, primaire, secondaire ou tertiaire. Et surtout, regarde ce que porte le carbone fonctionnel, celui qui tient le groupe hydroxyle, le fameux OH. Compte bien ce qu'il a autour de lui. C'est là que se cache tout le raisonnement. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. L'oxydation ménagée garde la chaîne carbonée intacte. Elle n'agit que sur le groupe fonctionnel. Elle arrache l'hydrogène du groupe hydroxyle et un hydrogène porté par le carbone fonctionnel. Ça forme la double liaison carbone-oxygène du carbonyle. Donc tout dépend de ce que porte ce carbone. Chez l'alcool primaire, il porte 2 hydrogènes. Il peut en céder, l'oxydation est possible. Chez le secondaire, il n'en porte qu'un. Il peut encore le céder, c'est possible aussi. Chez le tertiaire, il n'en porte aucun. 3 groupes carbonés autour de lui. Il n'a plus rien à céder, pas d'oxydation ménagée, sauf à casser la chaîne, et là, ce ne serait plus le même composé. Pour la deuxième partie, l'alcool primaire fait 2 stades parce qu'on lui apporte plus d'oxydants. Avec peu d'oxydants, on s'arrête à l'aldéhyde. Si on continue à en verser en excès, on passe à l'acide carboxylique. L'alcool secondaire donne une cétone en un seul stade parce qu'on n'ajoute pas d'oxydants supplémentaires. Petit arrêt. Si ce décryptage t'aide, abonne-toi, mets un like et partage. Tu aides d'autres candidats à la FASA à nous trouver. On retrouve Larissa et Tot. Alors Larissa, la première partie, c'est du très bon travail. L'indice t'a fait regarder le bon endroit, le carbone fonctionnel, celui qui tient le groupe OH. Et tu as compté ce qu'il porte. 2 hydrogènes chez le primaire, 1 chez le secondaire, aucun chez le tertiaire. C'est exactement le bon fil. Tu as même vu que, pour le tertiaire, former le carbonyle obligerait à casser la chaîne carbonée. Là-dessus, rien à reprendre. Presque parfait sur la deuxième partie. Juste un point à redresser. Tu as raison, la quantité d'oxydants décide où l'on s'arrête. Mais elle ne décide pas s'il y a 1 ou 2 stades possibles. Ça, c'est la structure qui l'impose. Exactement comme dans ta première partie. Reprenons avec ton propre réflexe.
On compte les hydrogènes du carbone fonctionnel, mais à chaque étape. L'alcool primaire a 2 hydrogènes. La première oxydation en consomme 1 et donne un aldéhyde. Mais le carbone de cet aldéhyde porte encore un hydrogène. Il reste oxydable. Une seconde oxydation le transforme en acide carboxylique. 2 hydrogènes au départ, 2 oxydations possibles. L'alcool secondaire, lui, n'a qu'un hydrogène. La première oxydation le consomme et donne une cétone. Et là, le carbone de la cétone n'a plus aucun hydrogène. Il se retrouve dans la même situation que l'alcool tertiaire. La réaction s'arrête, même avec un très large excès d'oxydants. Tu vois la nuance ? Ce n'est pas plus d'oxydants égale 2 stades. Verse tout l'oxydant du monde sur un alcool secondaire, tu n'auras jamais de troisième produit. Il n'y a plus d'hydrogène à prendre. La quantité d'oxydant ne fait que choisir le point d'arrêt quand 2 stades existent. Chez le primaire, aldéhyde si l'oxydant manque, tu peux même le distiller au fur et à mesure, et acide carboxylique si l'oxydant est en excès. Mais l'ordre alcool, aldéhyde, acide, lui, est fixé par la structure, jamais par le dosage. Retiens ça pour ton examen ou ton concours, le nombre de stades d'oxydation se lit sur la structure, pas sur la quantité de réactifs. Compte les hydrogènes du carbone fonctionnel à chaque étape. 2 chez le primaire, aldéhyde, puis acide. 1 chez le secondaire, cétone et stop. L'oxydant en défaut ou en excès ne fait que fixer où l'on s'arrête. Il ne crée pas un stade qui n'existe pas. Et ta note en toute transparence ? 4 étoiles plus 8 points d'expérience. Ta lecture des 3 classes était impeccable. Et c'est l'essentiel. Il te restait juste à préciser le rôle exact de la quantité d'oxydant. L'indice t'a fait franchir le plus dur. Sans lui, tu serais sans doute resté bloqué sur les réactifs. Un vrai bon travail. Ah, j'ai compris. Ce n'est pas l'oxydant qui fait les 2 stades, c'est le nombre d'hydrogènes sur le carbone. 2 chez le primaire, donc aldéhyde puis acide. 1 chez le secondaire, donc cétone et stop. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Aux parents, votre fille ou votre fils rêve d'entrer à la FASA ? Un pass sur turboclass.africa et Tot l'accompagne dans chaque matière à son rythme. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, concrètement, comment je fais pour m'arrêter à l'aldéhyde sans aller jusqu'à l'acide ? 2 leviers dans le même esprit. D'abord, tu mets l'oxydant en défaut. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, la réaction ne va pas jusqu'au bout. Ensuite, l'aldéhyde bout en général à plus basse température que l'alcool de départ. Tu peux donc le distiller au fur et à mesure qu'il se forme. En le retirant du milieu, tu l'empêches de subir la seconde oxydation. A l'inverse, si tu veux l'acide carboxylique, oxydant en excès et tu laisses tout réagir. D'accord, ça c'est clair. Et la déshydrogénation catalytique dont parle mon cours, c'est une réaction différente de l'oxydation ? Non, et c'est un piège classique, ne tombe pas dedans. Ce sont 2 voies pour la même transformation. La déshydrogénation catalytique fait passer l'alcool sur un catalyseur métallique chauffé et lui retire du dihydrogène. Un oxydant en solution arrache les mêmes hydrogènes, mais par une autre route. Le produit obtenu est le même, aldéhyde ou cétone selon la classe. Ne les présente jamais comme 2 réactions distinctes le jour du concours. Et tu sais, dans l'application, on n'aurait pas fini là. D'abord, je te ferai vérifier ton propre critère. Prends un alcool secondaire. Combien d'hydrogène sur le carbone qui tient le OH ? Un seul ? Donc 1 ou 2 stades ? Un seul, une cétone, et ça s'arrête. Voilà, tu appliques toute seule la règle de structure. Et ensuite, je te lancerai un « et si ». Et si, sur ton alcool primaire, tu mettais volontairement très peu d'oxydants ? Où t'arrêtes-tu ? À l'aldéhyde, pas assez d'oxydant pour aller jusqu'à l'acide. Exactement. La structure autorise 2 stades, mais c'est toi qui choisis le point d'arrêt avec le dosage. Tu tiens les 2 idées à la fois, c'est ça, maîtriser le réflexe. Des bactéries avec un ADN entièrement lourd. On les laisse se copier 2 fois dans un milieu léger. Combien de molécules restent lourdes à la fin ? La plupart se trompent. Salut Larissa, contente de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Ici, on travaille la biologie et toutes les autres matières du concours FASA. Et au-delà de la FASA, je peux accompagner n'importe quel élève, dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en filière générale comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Allez, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est, des bactéries ont un ADN entièrement lourd. On les met dans un milieu léger.
et on laisse faire exactement 2 réplications. On sépare ensuite l'ADN selon sa densité. Quel résultat est attendu si la réplication est semi-conservative? Réponse A. La moitié des molécules est de densité intermédiaire, l'autre moitié est légère, aucune n'est lourde. Réponse B. 1/4 est lourd, 3/4 sont légers, aucune de densité intermédiaire. Réponse C. Toutes de densité intermédiaire, chacune gardant un brin lourd et un brin léger. Réponse D. Toutes de densité intermédiaire, les brins étant coupés puis mélangés au hasard. Ah, le fameux Mendelssohn et Stahl, un classique qui piège beaucoup de monde. Dis-moi une chose, Larissa. Aujourd'hui, tu as pris ton indice? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais il consomme une question du quota du jour. Larissa l'a-t-elle pris? On va voir. Non, la biologie c'est mon terrain, je me suis lancée directement. J'aime cette confiance. Montre-moi ce que tu as écrit. Voici ce que j'ai écrit. J'ai choisi la réponse A, la moitié des molécules est de densité intermédiaire, l'autre moitié est légère et aucune n'est lourde. On fait une pause de secondes. Un like, un abonnement, un partage, et l'algorithme montre ce décryptage à un autre futur agronome. Merci. On retrouve Larissa et Tot. Eh bien, bravo Larissa. Ta réponse A est exacte. Et sur ce sujet, beaucoup se font piéger. La biologie, c'est vraiment ton terrain. Tu as suivi les brins jusqu'au bout, sans t'arrêter en chemin. On approfondit ensemble, parce que ce raisonnement mérite d'être solide comme du roc. Le principe du modèle semi-conservatif, chaque molécule fille garde un brin de la mère et fabrique un brin neuf en face, donc on ne compte pas les molécules, on suit les brins. Déroulons pas à pas. Au départ, une molécule, 2 brins lourds. Après la première réplication, dans le milieu léger, chaque brin lourd sert de modèle et reçoit un brin neuf léger. On obtient 2 molécules, un brin lourd plus un brin léger. 2 molécules de densité intermédiaire. Après la deuxième réplication, chacune se sépare en ces 2 brins. Le brin lourd refait une molécule intermédiaire. Le brin léger, lui, refait une molécule entièrement légère. Au total, 4 molécules, 2 intermédiaires, 2 légères. Et plus aucune molécule lourde. Le point clé, celui qui fait toute la finesse de l'expérience. Au départ, il n'existe que 2 brins lourds. Ils ne disparaissent jamais, mais à chaque cycle, ils se diluent dans 2 fois plus de molécules. Leur part baisse de moitié à chaque réplication. Jamais de molécules toutes lourdes dès le premier cycle. Regardons pourquoi les autres réponses tombent. Ça vaut de l'or pour l'oral. La B, c'est la prédiction du modèle conservatif. La molécule mère resterait intacte, donc lourde, et toutes les autres seraient neuves, donc légères. Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est le mauvais modèle, justement celui que l'expérience sert à écarter. La C, c'est le piège du « je m'arrête trop tôt ». C'est vrai après une seule réplication, tout est intermédiaire, mais on demande 2 cycles. Dès le second, les brins légers deviennent à leur tour des modèles et produisent des molécules entièrement légères. La D, c'est le modèle dispersif. Les brins seraient coupés et les morceaux mélangés au hasard. Il donne la même chose que le semi-conservatif après une réplication, mais s'en distingue après 2. Lui ne produit jamais de molécules entièrement légères. C'est exactement ce que Mendelssohn et Stahl ont exploité pour trancher. Un réflexe à garder pour ton examen ou ton concours, après n réplications en milieu léger, à partir d'une molécule au départ toute lourde, on obtient 2 puissance n molécules. Exactement 2 gardent un brin lourd, densité intermédiaire. Toutes les autres sont entièrement légères. Et aucune molécule lourde dès la première réplication. Le réflexe qui sauve ne compte pas les molécules, suit les brins, et va toujours jusqu'au nombre de cycles demandés. Et ta note, en toute transparence? Réponse juste, 5 étoiles. Tu gagnes 15 points d'expérience, 10 de base, multiplié par 1,5 grâce à ton pass actif. Tu n'as pas pris d'indice et tu avais raison, c'était ton terrain. Ah, maintenant c'est solide dans ma tête. J'avais la bonne réponse, mais je vois enfin pourquoi C et D piègent tout le monde. Merci beaucoup. Encore une petite pause. Toi qui vises l'école d'ingénieur de Chang, sur turboclass.africa, Tot t'entraîne sur toutes les matières du concours. Ou passe par un ambassadeur TurboClass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, pourquoi les réponses C et D disent toutes les deux tout intermédiaire, alors qu'elles sont fausses? Bien vu,
Elles se ressemblent, mais ne parlent pas du même moment. La C décrit correctement le résultat après une seule réplication du modèle semi-conservatif. Sauf que l'énoncé en demande 2. C'est donc vrai trop tôt. La D, elle, décrit le modèle dispersif. Tous les brins coupés, les morceaux lourds et légers mélangés au hasard. Ça donnerait aussi des molécules toutes intermédiaires. La différence se voit seulement après 2 cycles. Le dispersif ne fabrique jamais de molécules entièrement légères, alors que le semi-conservatif en produit 2. C'est précisément là que l'expérience départage les modèles. Et si on avait laissé faire 3 réplications au lieu de 2, ça donnerait quoi? Tu appliques la formule. 2 puissance 3, ça fait 8 molécules. Il n'y a toujours que 2 brins lourds, donc 2 molécules restent intermédiaires. Les 6 autres sont entièrement légères. La part d'intermédiaire tombe à 2 sur 8, soit un quart. À chaque cycle de plus, les 2 intermédiaires deviennent de plus en plus rares, mais elles ne disparaissent jamais. Et maintenant, on continue comme dans l'app. Vérifions ta réponse autrement, par les brins. Combien de brins lourds existe-t-il, du tout début jusqu'à la fin? Toujours 2, non? Ceux du départ. Exactement, 2, jamais plus. 2 brins lourds pour 4 molécules, ça fait 2 molécules intermédiaires. Ta réponse A retombe juste. Et pour bien sentir la mécanique, et si on avait laissé faire qu'une seule réplication, que verrais-tu? Là, toutes les molécules seraient intermédiaires. C'est la situation de la réponse C. Voilà, une réplication, toute intermédiaire. 2 réplications, moitié intermédiaire, moitié légère. Le nombre de cycles change tout. Une suite commence à 0. Chaque terme vaut la moitié du précédent, plus 3. Est-ce qu'elle peut s'envoler ou reste-t-elle coincée entre 0 et 6? Salut Larissa, contente de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors, la question c'est, la suite U indice n est définie par U0 égale 0, et pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 égale 0,5 fois U indice n plus 3. Il faut calculer U1, U2 et U3. Ensuite, démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a 0 inférieur ou égal à U indice n, inférieur ou égal à 6, et conclure sur le caractère borné de la suite. Beau classique de phase 1. Des calculs faciles, puis un piège qui sépare les candidats. Dis-moi une chose avant qu'on regarde. Aujourd'hui, tu as pris ton indice? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais il consomme une question sur son quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Calculer U1, U2, U3. Ça se fait de tête en enchaînant la formule. Mais l'encadrement pour tous les rangs, quelques valeurs ne le prouveront jamais. Ici, il faut un raisonnement par récurrence. Rappelle-toi ces 2 temps. D'abord, l'initialisation au rang de départ, ensuite l'hérédité. Et pour l'hérédité, part de l'encadrement supposé et applique-lui, dans l'ordre, les opérations mêmes de la relation. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. D'abord, les 3 premiers termes. U1 égale 0,5 fois 0 plus 3, donc 3. U2 égale 0,5 fois 3 plus 3, donc 4,5. U3 égale 0,5 fois 4,5 plus 3, donc 5,25. Ces valeurs sont bien entre 0 et 6, mais je note que ça ne le démontre pas. Ensuite, la récurrence. J'appelle P de n la propriété 0 inférieur ou égal à U indice n, inférieur ou égal à 6. Initialisation, U0 égale 0, et 0 est bien entre 0 et 6, donc P de 0 est vrai. Hérédité. Je suppose P de n vrai, donc 0 inférieur ou égal à U indice n, inférieur ou égal à 6. Je multiplie les 3 membres par 0,5, qui est strictement positif, donc le sens des inégalités est conservé. 0 inférieur ou égal à 0,5 fois U indice n, inférieur ou égal à 3. J'ajoute 3 partout. 3 inférieur ou égal à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 6. Comme 0 est plus petit que 3, on a bien 0 inférieur ou égal à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 6. Donc P de n plus 1 est vrai. Conclusion, la propriété est vraie au rang 0 et héréditaire, donc vraie pour tout n. La suite est minorée par 0 et majorée par 6. Elle est bornée. On fait une courte pause. Avant la suite,
Abonne-toi et partage à un ami qui prépare aussi le concours FASA. C'est gratuit pour toi et ça nous aide énormément. Voilà, on retrouve Larissa et Tot. Exact Larissa, et bravo. C'est le genre d'exercice où on se croit vite arrivé alors que tout reste à faire. L'indice t'a mis sur le bon rail. Tu n'as pas confondu vérifier sur 3 termes et démontrer. Reprenons pas à pas pour que le réflexe soit à toi pour de bon. Les 3 premiers termes d'abord. On applique bêtement la formule. U1 égale 3. U2 égale 4,5. U3 égale 5,25. Tout juste. Ces valeurs sont bien entre 0 et 6. Et tu as eu la lucidité de l'écrire, ça ne prouve rien. 3 termes conformes ne disent absolument rien durant 100. C'est exactement le piège de l'exercice. Beaucoup de candidats tombent dedans en croyant que ça se voit. Toi, non. Passons à la récurrence, dans son ordre à 2 temps. D'abord, l'initialisation. Au rang 0, U0 égale 0, et 0 est bien entre 0 et 6. La propriété est vraie au départ. Une seule ligne, mais indispensable. Sans elle, l'hérédité ne s'accroche à rien. Ensuite, l'hérédité, le cœur du raisonnement. Tu l'as mêlé proprement. Tu pars de l'encadrement supposé, 0 inférieur ou égal à U indice n, inférieur ou égal à 6. Puis, tu lui appliques, dans l'ordre, les opérations de la relation. Multiplication par 0,5. Comme ce nombre est strictement positif, le sens des inégalités est conservé. Tu obtiens 0 inférieur ou égal à 0,5 fois U indice n, inférieur ou égal à 3. Et tu l'as écrit, c'est capital. Si le coefficient avait été négatif, il aurait fallu inverser les inégalités. Ce point ne se sous-entend jamais. Puis tu ajoutes 3 partout. Tu arrives à 3 inférieur ou égal à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 6. Donc, à plus forte raison, entre 0 et 6. La propriété passe au rang suivant. Vraie au rang 0, héréditaire, elle est donc vraie pour tout n. La suite est minorée par 0, majorée par 6. Elle est bornée. Conclusion demandée, atteinte. Petit bonus que ta démonstration révèle sans que tu l'aies cherché. Ton hérédité t'a donné en réalité 3 inférieur ou égal à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 6. Autrement dit, dès le rang 1, la suite reste coincée entre 3 et 6. Un encadrement plus fin que confirment tes valeurs 3, 4,5, 5,25. Garde l'œil ouvert. Souvent, la récurrence te donne un peu plus que ce qu'on demande. À retenir pour ton examen ou concours. Pour un encadrement vrai pour tout n, calculer quelques termes sert seulement à deviner, jamais à démontrer. La preuve, c'est la récurrence. Initialisation, puis hérédité en transformant l'encadrement supposé par les opérations exactes de la relation dans l'ordre. Et une règle qui sauve. Multiplier un encadrement par un nombre strictement positif conserve le sens des inégalités. Par un négatif, on les inverse. Ce mot, positif, s'écrit toujours. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse est juste, du calcul aux conclusions, 5 étoiles, plus 15 points d'expérience avec le pass actif. Sois honnête avec toi-même. Ton indice a joué. Il t'a évité le piège de la preuve par 3 termes, celui qui fait perdre l'exercice entier. Prendre le bon coup de pouce au bon moment, c'est aussi une compétence de concours. Ah, j'ai compris. Les termes, c'est juste pour deviner. La vraie preuve, c'est la récurrence, dans l'ordre. Et le strictement positif, je l'écrirai toujours. Merci beaucoup. Encore une petite pause ? Chers parents, pour quelques francs CFA, un pass sur turboclass.africa donne à votre enfant un répétiteur qui corrige chaque exercice, jour et nuit. Un ambassadeur TurboClass peut vous guider. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, dans l'hérédité, pourquoi je pars de U indice n et pas de U indice n plus 1 ? Des fois, je ne sais plus par quel bout commencer. Toujours parce que tu supposes vrai. L'hypothèse, c'est l'encadrement de U indice n. Tu le prends comme point de départ et tu le fais avancer vers U indice n plus 1. Pour ça, tu lui appliques dans l'ordre les opérations de la relation. Multiplier par 0,5, puis ajouter 3. Tu ne pars jamais de ce que tu veux prouver. Tu y arrives. Repère-le comme ça. Hypothèse à gauche au départ, conclusion à droite à l'arrivée. D'accord. Et si un jour le coefficient devant U indice n était négatif, genre moins 0,5, qu'est-ce que je change ? Une seule chose, mais elle est vitale. En multipliant l'encadrement par un nombre négatif, tu inverses le sens des inégalités. Si 0 inférieur ou égal à U indice n
inférieur ou égal à 6, alors moins 0,5 fois U indice n est compris entre moins 3 et 0. Le plus grand devient le plus petit. Oublier d'inverser, c'est l'erreur classique qui fait tout dérailler. Le réflexe, avant de multiplier, regarde le signe du coefficient et regarde ce qu'on ferait juste après, dans l'appli, sur ce même exercice. Reprends ton hérédité. Elle t'a donné 3 inférieur ou égal à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 6. Vérifie-le vite sur ta valeur. U3 égale 5,25. C'est bien entre 3 et 6 ? Oui, 5,25 est entre 3 et 6. Ça colle. Parfait. Alors la vraie question suivante arrive. Ta suite monte 3, puis 4,5, puis 5,25, et elle ne dépasse jamais 6. Vers quelle valeur finit-elle par se stabiliser quand n devient très grand ? Ça, c'est la convergence. Et on la démontre ensemble juste après, pas à pas. Un catalyseur, ça sert à aller plus vite. Mais est-ce que ça se consomme, comme le sucre qui fond dans le thé ? Et combien de familles de catalyseurs existent-ils ? 2 ou 3 ? Salut Larissa, contente de te retrouver. Un sujet ouvert, c'est ta chance de tout dérouler. Tu rédiges et moi, je te montre où ça tient et où ça manque. Ce qu'on fait là, je peux le faire bien au-delà, dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Allez, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est définir ce qu'est un catalyseur, expliquer par quel mécanisme il augmente la vitesse d'une transformation, dire ce qui le distingue d'un réactif, puis présenter les 3 types de catalyse au programme avec pour chacun son critère de reconnaissance et un exemple. Un beau sujet de cinétique, le genre où on gagne des points en étant carré. Dis-moi une chose Larissa, aujourd'hui tu as pris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais il consomme une question sur le quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. La chimie, ce n'est pas mon point fort. Ok, voici l'indice. Avant de rédiger, pose-toi 2 questions simples. 1. Que devient exactement le catalyseur une fois la transformation terminée ? Le retrouve-t-on ou a-t-il disparu ? 2. Sur quoi agit-il pour aller plus vite ? Pas sur ce qui est possible, mais sur la difficulté du chemin, autrement dit, sur l'énergie qu'il faut franchir. Garde ces 2 repères en tête pendant que tu écris. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. Définition. Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une transformation sans être consommée. On le retrouve intact à la fin, en même quantité qu'au départ. Il ne change pas non plus l'état final atteint par le système. Le mécanisme. Il n'oblige pas à une réaction impossible à se produire. Il ouvre simplement un autre chemin, plus facile, où l'énergie à franchir est plus basse. Les entités réactives passent donc plus vite, dans les 2 sens, et l'équilibre est atteint plus tôt, mais au même point. Ce qui le distingue d'un réactif. Un réactif est consommé et apparaît dans le bilan. Le catalyseur, lui, n'apparaît pas dans l'équation. On l'écrit au-dessus de la flèche. Et une toute petite quantité suffit. Enfin, les types de catalyse. Il y en a 2, selon les phases. La catalyse homogène. Catalyseur et réactif sont dans la même phase, en général tout en solution. Critère, une seule phase. Exemple, un acide dissous qui accélère une réaction entre espèces dissoutes. La catalyse hétérogène. Le catalyseur forme une phase à part, souvent un solide au contact d'une solution ou d'un gaz. Critère, au moins 2 phases, et plus le solide est finement divisé, plus c'est rapide. Petit arrêt. Si ce décryptage t'aide, abonne-toi, mets un like et partage. Tu aides d'autres candidats à la FASA à nous trouver. On retrouve Larissa et Tot. Presque Larissa. Et le début est franchement solide. L'indice t'a fait verrouiller les 2 endroits où on trébuche le plus. Tu écris que le catalyseur n'est pas consommé. On le retrouve intact à la fin. Et surtout, tu ne confonds pas rendre plus rapide avec rendre possible. Ça, c'est le piège classique de la question et tu l'as évité. Le catalyseur n'agit pas sur ce qui est possible. Il abaisse la difficulté du chemin. Tu ajoutes même le bon argument. Comme le chemin est pris dans les 2 sens, l'équilibre n'est pas déplacé, il est juste atteint plus vite. Impeccable. Là où ta copie reste incomplète, c'est la fin. La question demandait 3 types de catalyse. Tu n'en as donné que 2. Il manque la catalyse enzymatique, et pour toi qui prépares la FASA, c'est même le type le plus proche du terrain. La catalyse enzymatique, c'est quand le catalyseur est une enzyme. 2 critères pour la reconnaître. 1. Elle est très sélective. Elle n'agit que sur un seul substrat et n'accélère qu'une seule transformation. Elle est taillée pour une seule chose. 2. Elle est sensible au pH et à la température. Elle a un point idéal. Au-delà,
elle est dénaturée, c'est-à-dire abîmée, et elle perd tout son pouvoir. La situation typique pour toi, une enzyme qui intervient dans une étape de fermentation d'un produit agricole. Et retiens un point de classement qui vaut de l'or le jour de l'épreuve. Tes 2 premiers types trient les catalyseurs par nombre de phases. L'enzymatique, lui, les trie par nature du catalyseur. Les 2 classements ne s'excluent pas, ils se superposent. Une catalyse enzymatique est en plus homogène ou hétérogène selon que l'enzyme est dissoute avec son substrat ou fixée sur un support. Dernier mot sur ta partie hétérogène, déjà juste. Puisque la réaction se joue à la surface du solide, plus ce solide est finement divisé, plus la surface offerte est grande et plus c'est rapide. Tu l'avais senti, garde-le formulé comme ça. Un réflexe à garder pour ton examen. Au programme, il y a 3 types de catalyse, homogène, hétérogène et enzymatique. Pour ne jamais en oublier un, les 2 premiers répondent à combien de phases, le 3e à quelle est la nature du catalyseur. Quand une question demande les 3 types, vérifie que tu as bien couvert les 2 critères, les phases et la nature, pas seulement les phases. Et je te donne ta note, en toute transparence. Ta copie est juste sur l'essentiel. La définition, le mécanisme, la distinction avec le réactif, tout est là. Il ne manquait que le 3e type de catalyse. C'est 4 étoiles, plus 8 points d'expérience. Et sois honnête avec toi-même, c'est l'indice qui t'a fait franchir l'essentiel. Sans lui, tu tombais peut-être dans le piège du rendre possible. Là, tu ne l'as pas fait. Ah, j'ai compris. J'étais restée sur 2 types à cause des phases. Mais l'enzymatique, c'est un autre critère, la nature du catalyseur. 3 types, 2 questions à se poser. Merci. Et toi qui prépares la FASA, prends un pas sur turboclass.africa. Todd corrige tes copies pas à pas, dans toutes les matières, sans jamais te juger. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Todd. Du coup, l'enzymatique, c'est un 3e groupe à part, ou ça rentre quand même dans homogène et hétérogène? Les 2 à la fois, et c'est ça qui est subtil. Enzymatique décrit la nature du catalyseur, c'est une enzyme. Mais cette enzyme est bien quelque part, dissoute avec son substrat, et c'est alors homogène, fixée sur un support solide, et c'est hétérogène. Le classement par phase et le classement par nature se superposent, ils ne se contredisent pas. Tu peux donc très bien avoir une catalyse enzymatique et hétérogène en même temps. Et pourquoi on dit qu'un catalyseur ne déplace pas l'équilibre s'il accélère la réaction? Parce qu'il accélère les 2 sens de la même façon, pas seulement le sens direct. Le chemin plus facile qu'il ouvre est emprunté à l'aller comme au retour. Résultat, le système atteint plus vite son équilibre, mais c'est le même équilibre, même composition finale, même rendement. Le catalyseur joue sur la vitesse, jamais sur l'état final. Et avant de te laisser, on pousse un cran plus loin, comme dans l'app. Petite vérification. Dans ton exemple d'homogène, tu as pris un acide dissous. Le catalyseur est bien dans la même phase que les réactifs, là? Oui, tout est en solution, une seule phase. C'est bien de l'homogène. Exactement. Et maintenant, un « et si ». Et si on prenait la même enzyme, mais fixée sur un petit support solide plongé dans la solution? Elle resterait enzymatique, mais cette fois hétérogène. C'est le genre de variante que je te ferai travailler juste après, pour que le classement devienne un réflexe. On coupe un seul nerf chez un animal. On pince sa patte, il ne la retire plus. Mais son muscle, lui, se contracte encore. Alors, qu'est-ce qui est coupé au juste? Salut Larissa, contente de te retrouver. Un beau QCM de biologie, pile ton terrain. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, chez un animal, on sectionne la racine postérieure d'un nerf rachidien entre le ganglion spinal et la moelle. On pince ensuite fortement la patte, l'animal ne la retire pas. Mais quand on stimule directement la racine antérieure reliée au muscle, la patte se contracte encore. Quelle interprétation est correcte? A. La voie motrice est interrompue, car la racine postérieure conduit le message vers le muscle. B. Les 2 voies sont interrompues, car la racine postérieure porte les 2 messages. C. La voie sensitive est interrompue, car la racine postérieure conduit le message vers la moelle. D. Le centre nerveux est détruit, car la moelle ne peut plus élaborer de réponse. Belle expérience classique du concours FASA. Dis-moi une chose avant tout. Aujourd'hui, tu as pris ton indice? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais ça consomme une question sur son quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Non, la biologie c'est mon terrain. Je me suis lancée direct. J'aime cette confiance. Montre-moi ce que tu as choisi. Voici ce que j'ai écrit. J'ai choisi la C. La voie sensitive est interrompue parce que c'est la racine postérieure qui conduit le message vers la moelle. On fait une pause de secondes. Un like, un abonnement, un partage, et l'algorithme montre ses décryptages à un autre futur agronome. Merci. Voilà, on retrouve Larissa et Tot. Exact Larissa.
Sur ta matière forte, tu ne t'es pas laissé piéger, bravo. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, croiser les deux résultats au lieu de conclure trop vite sur un seul. Reprenons pour bien ancrer le réflexe. On a deux observations, et chacune ne prend son sens que par rapport à l'autre. Premier résultat, on pince la pâte, l'animal ne la retire plus. Le message est bien parti de la peau, mais il n'arrive plus jusqu'à la moelle. La voie sensitive, celle qui monte du récepteur vers le centre nerveux, est coupée. Et c'est cohérent avec la lésion. On a sectionné la racine postérieure, celle qui porte le ganglion spinal. Deuxième résultat, le décisif. On stimule directement la racine antérieure, et le muscle se contracte encore. Donc la voie motrice, qui descend de la moelle vers le muscle, est intacte. C'est ce résultat-là qui interdit de dire « tout est coupé ». Regarde pourquoi les autres tombent. La A inverse les deux racines. Elle donne la voie motrice à la racine postérieure. C'est l'erreur la plus fréquente, parce que les deux racines se ressemblent. Seul le ganglion les distingue. Le deuxième résultat la dément direct. La B conclut, les deux voies coupées, à partir du seul premier résultat. Mais alors, stimuler la racine antérieure ne ferait plus rien. Et la D déplace la lésion vers la moelle. Or, on a coupé une racine, en dehors de la moelle. Rien ne dit que le centre est touché. À retenir pour ton examen ou ton concours. La racine postérieure, celle qui porte le ganglion spinal, conduit le message sensitif du récepteur vers la moelle. La racine antérieure conduit le message moteur de la moelle vers le muscle. Et une expérience de section ne s'interprète jamais sur un seul résultat. On croise l'effet de la lésion et celui de la stimulation directe en aval. Et je te donne ta note, en toute transparence. Ta réponse est juste, 5 étoiles. Plus 15 points d'expérience, c'est la base, multiplié par 1,5 grâce à ton pass actif. Sur ta matière forte, c'est exactement le niveau qu'on attend au concours FASA. Ah, j'ai bien fait de croiser les deux résultats. Le muscle qui bouge encore, c'est lui qui sauve tout. Merci. Encore une petite pause. Et vous qui nous écoutez, si votre enfant prépare le concours FASA, offrez-lui un pass sur turboclass.africa. Tot le corrigera pas à pas sans jamais l'humilier. Ou contactez un ambassadeur TurboClass près de chez vous. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, comment je retiens dans quel sens va chaque racine, sans les confondre le jour du concours? Accroche-toi au ganglion spinal. C'est lui qui trahit la racine. Le ganglion est sur la racine postérieure et il abrite le corps cellulaire du neurone sensitif. Donc, racine postérieure, ganglion, sensitif, le message monte vers la moelle. La racine antérieure, elle, n'a pas de ganglion. Elle porte le moteur. Le message descend vers le muscle. Un seul repère, le ganglion, et tu ne peux plus inverser. D'accord, ça c'est clair. Et si on avait sectionné la racine antérieure à la place, qu'est-ce qu'on aurait vu? L'inverse, exactement. En pinçant la pâte, le message sensitif arriverait encore à la moelle, mais la réponse motrice ne pourrait plus en sortir. Pas de retrait non plus, mais pour une autre raison. Et si tu stimulais la racine antérieure en aval de la coupure, le muscle se contracterait toujours, puisque son nerf jusqu'au muscle est intact. C'est justement en combinant ces sections et ces stimulations qu'on a démontré le sens de circulation dans chaque racine. Et tant qu'on y est, restons sur ton animal. Je te lance 2 petites vérifications. 1. Je coupe cette fois la racine postérieure, puis je stimule son bout côté moelle, en amont de la coupure. Le muscle bouge-t-il? Non, ce bout-là monte vers la moelle. Il ne va pas au muscle. Rien ne bouge. Voilà, tu tiens le sens de circulation. 2. Et si, après la section, l'animal retirait quand même sa patte? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Garde ça en tête, on le déroule ensemble dans l'appli sur le prochain exercice. Le vinaigre du commerce annonce sa force en acide. Mais comment vérifier au laboratoire s'il dit vrai? C'est tout l'enjeu du calcul d'aujourd'hui. Salut Larissa, contente de te retrouver. Ce calcul, on le regarde ensemble, pas à pas. Avec moi, tu travailles cette matière et toutes les autres matières du concours FASA. Et je vais te dire une chose, je peux t'accompagner bien au-delà, dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Allez, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est, un laboratoire contrôle un vinaigre du commerce. On prépare d'abord une solution diluée 10 fois à partir de ce vinaigre. Puis, on titre 10 ml de cette solution diluée par de l'hydroxyde de sodium à 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. L'équivalence tombe à 13 ml. L'acidité vient seulement de l'acide éthanoïque, de masse molaire 60 g par mol. La masse volumique du vinaigre vaut 1 g par millilitre. Il faut calculer la concentration de la solution diluée,
celle du vinaigre du commerce, puis le pourcentage massique d'acide. Beau sujet de titrage. Dis-moi Larissa, aujourd'hui, tu as pris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut avoir un coup de pouce, mais il consomme une question sur le quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Un titrage, ça part toujours de l'équivalence. À ce moment précis, la quantité d'acide vaut exactement la quantité de base versée. La quantité d'acide égale la quantité de base. Ça te donne la concentration de ce que tu as vraiment dans le bécher. Et n'oublie pas une étape. Ce que tu titres, ce n'est pas le vinaigre du commerce. C'est une solution diluée 10 fois. Pense au chemin pour remonter au produit d'origine. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. À l'équivalence, l'acide et la base réagissent mol à mol. Donc la quantité d'acide égale la quantité de base. La concentration diluée fois 10 ml égale 5 fois 10 puissance moins 2 fois 13 ml. Je trouve la solution diluée à 6,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Comme le vinaigre a été dilué 10 fois, il est 10 fois plus concentré. 6,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Ensuite, je pars d'1 litre de vinaigre. La masse d'acide vaut 6,5 fois 10 puissance moins 1 fois 60, 39 grammes. 1 litre de vinaigre pèse 1000 grammes. Donc le pourcentage vaut 39 sur 1000 fois 100, 3,9%. Avant la suite, abonne-toi et partage à un ami qui prépare aussi le concours FASA. C'est gratuit pour toi et ça nous aide énormément. Voilà, on retrouve Larissa et Tot. Alors regarde bien Larissa, tout est juste. Ta relation à l'équivalence, tes calculs, ta conclusion, tout tient. Et l'indice a bien joué son rôle. Il t'a rappelé de partir de l'équivalence et de remonter la dilution jusqu'au produit d'origine. Les deux réflexes qui font tout basculer, tu les as tenus. Reprenons quand même pas à pas pour ancrer la méthode. Un titrage repose sur un seul point clé, l'équivalence. À cet instant, on a versé exactement la base qu'il faut pour neutraliser tout l'acide. La réaction se fait mol à mol. On écrit donc quantité d'acide égale quantité de base. Première étape, la solution que tu as vraiment dans le bécher. Concentration diluée égale 5 fois 10 puissance moins 2 fois 13 divisé par 10. Ça fait 6,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Jusque-là, tu es carré. Deuxième étape, et c'est le piège central, celui que l'indice pointait. Ce que tu as titré, ce n'est pas le vinaigre du commerce. C'est une solution diluée 10 fois. Le vinaigre d'origine est donc plus concentré. On multiplie par le facteur de dilution pour remonter à la solution mère. 6,5 fois 10 puissance moins 2 fois 10, 6,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Le contrôle de bon sens tranche toujours. La solution mère est forcément la plus concentrée, donc on multiplie. Si tu avais oublié cette étape, tu serais resté à 0,39%, 10 fois trop petit. C'est l'erreur classique du titrage de vinaigre, confondre ce qu'on titre matériellement et ce sur quoi porte la question. Toi, tu l'as évité. Troisième étape, le pourcentage massique. Attention, un pourcentage massique compare une masse à une masse, jamais une masse à un volume. On se ramène à 1 litre de vinaigre. Masse d'acide, 6,5 fois 10 puissance moins 1 fois 60, ça fait 39 grammes. Masse du litre de vinaigre, 1 gramme par millilitre, fois 1000 millilitres, ça fait 1000 grammes. C'est là que sert la masse volumique. Résultat, 39 sur 1000 fois 100, 3,9%. Un dernier point à garder pour ton examen. Dans un titrage, tout part de l'équivalence. Quantité d'acide égale quantité de base. Quand on a dilué avant de titrer, on remonte la dilution à la fin. On multiplie par le facteur pour retrouver la solution mère, toujours la plus concentrée. Et un pourcentage massique passe par la masse volumique pour obtenir une masse totale, jamais une masse rapportée à un volume. Et je te donne ta note en toute transparence. Ta réponse finale est juste sur les 3 questions. C'est un calcul réussi, 5 étoiles, 15 points d'expérience. L'indice a compté, oui, mais c'est toi qui as tenu la méthode jusqu'au bout. Ça, personne ne te l'enlève. Ah, maintenant c'est ancré. L'équivalence pour la concentration, le facteur 10 pour remonter au vinaigre et la masse volumique pour le pourcentage. Merci beaucoup. Si tu veux t'entraîner sérieusement pour le concours, inscris-toi sur turboclass.africa. Des milliers d'exercices corrigés par Tot t'attendent, matière par matière. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, pourquoi on multiplie par 10 pour le vinaigre et pas diviser ? Je confonds toujours le sens. Le repère infaillible, c'est
La solution mère est toujours la plus concentrée. Diluer, c'est ajouter de l'eau, donc baisser la concentration. Ici, on divise par 10 en préparant la solution diluée. Pour faire le chemin inverse, de la diluée vers le vinaigre d'origine, on remonte, on multiplie par 10. Dès que tu doutes, demande-toi juste laquelle des deux est la plus concentrée et le sens devient évident. D'accord. Et pourquoi je ne peux pas dire directement que 39 grammes pour 1 litre, ça fait 3,9%? Bonne question, et c'est un piège fréquent. 39 grammes par litre compare une masse à un volume. Un pourcentage massique, lui, compare une masse à une masse. Ça tombe pareil ici seulement par chance. Le vinaigre a une masse volumique de 1 gramme par millilitre, donc 1 litre pèse exactement 1000 grammes. Si le liquide était plus dense, 1 litre pèserait plus de 1000 grammes et ton pourcentage changerait. C'est pour ça qu'on passe toujours par la masse volumique. C'est elle qui transforme le volume en masse. Et tant qu'on est dans l'app, poussons 2 vérifications de plus sur ce même exo. D'abord, un contrôle rapide. Reprends le chemin à l'envers. Le vinaigre est à 6,5 fois 10 puissance moins 1. Dilué 10 fois, il doit retomber sur 6,5 fois 10 puissance moins 2. Ça boucle ? Oui, ça retombe pile dessus. Parfait, ton résultat est cohérent. Maintenant, un « et si ». Et si le laboratoire avait dilué 20 fois au lieu de 10 ? Même titrage, même équivalence, ta solution diluée ne bouge pas. Mais à la fin, tu multiplies par 20. Le vinaigre du commerce serait alors 2 fois plus concentré. Tu vois, c'est toujours le facteur de dilution qui commande la dernière étape. 2 plantes côte à côte, le même soleil brûlant. Quand la chaleur monte, l'une grimpe, l'autre s'effondre. Pourquoi ? C'est la question du jour. Salut Larissa, contente de te retrouver. Installe-toi, on regarde ça ensemble. Vas-y, lis-moi ta question en entier. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors la question c'est, on cultive côte à côte un plant de maïs et un plant de riz, sous le même éclairement fort. Le maïs est une plante en C4, le riz une plante en C3. On mesure leur photosynthèse dans les mêmes unités. À 25 degrés, le maïs donne 20 et le riz 18. À 38 degrés, le maïs monte à 26 et le riz descend à 11. Il faut analyser ces résultats et expliquer pourquoi les deux plants ne réagissent pas pareil. Beau sujet d'agro ça. Dis-moi une chose avant tout. Aujourd'hui, tu as pris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse. Chez TurboClass, on peut demander un coup de pouce, mais il consomme une question sur le quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Ne regarde pas chaque plan tout seul, mets-les côte à côte et compare comment chacun réagit quand on passe à 38 degrés sous fort éclairement. Là où l'un monte et l'autre descend, il y a une différence de fonctionnement à faire parler. Pas une différence de lumière, elle est la même pour les deux. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. D'abord, la description. À 25 degrés, les deux plants sont proches. Maïs 20, riz 18. À 38 degrés, ils s'écartent. Le maïs monte à 26, le riz descend à 11. Ensuite, la comparaison. À 25 degrés, le maïs fait à peine mieux que le riz. À 38 degrés, il fait plus du double. Puis le riz, la plante en C3. Chez lui, le gaz carbonique est capté directement dans l'usine à sucre de la feuille. Avec la chaleur et la forte lumière, il ferme un peu ses stomates, les petits pores de la feuille, pour garder l'eau. Le gaz carbonique interne baisse. J'ai écrit que sa respiration augmente et brûle une partie du carbone déjà capté. C'est pour ça que son bilan chute. Enfin, le maïs, la plante en C4. Chez lui, une première capture du gaz carbonique se fait dans des cellules à part. Ce carbone est transporté vers l'usine à sucre et relâché tout près des enzymes. Du coup, il reste beaucoup de gaz carbonique autour des enzymes, même stomate presque fermé. La perte est évitée et la chaleur profite aux enzymes. L'intensité monte. Ma conclusion ? La différence ne vient pas de la lumière, elle est la même, mais du mode de capture du carbone. Les plantes en C4 restent fortes à la chaleur. Les plantes en C3 y perdent. Petit arrêt. Si ce décryptage t'aide, abonne-toi, mets un like et partage. Tu aides d'autres candidats à la FASA à nous trouver. Voilà, on retrouve Larissa et Tot. Alors Larissa, tu décris bien les chiffres, tu compares le maïs et le riz à 25 puis à 38 degrés et tu expliques l'écart par le mode de capture du carbone. Une seule chose sera à reprendre, ce que tu appelles respiration au point 3. Mais d'abord la bonne nouvelle, presque tout est là et c'est le cœur de l'analyse. L'indice te demandait de mettre les deux plans côte à côte et de faire parler leurs réactions opposées à la chaleur. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as vu que la lumière n'y est pour rien,
que le riz s'effondre pendant que le maïs progresse et tu as trouvé le bon moteur, la séparation dans l'espace qui garde beaucoup de gaz carbonique autour des enzymes du maïs. C'est le pas le plus difficile et tu l'as franchi proprement. Il reste un seul point et il compte pour un concours agro. Au point 3, tu dis que le riz chute parce que sa respiration augmente et brûle le carbone fixé. Le phénomène est le bon. On repère du carbone déjà capté, mais son nom n'est pas celui-là. Ce n'est pas la respiration, c'est la photorespiration. La photorespiration, c'est comme une fausse manœuvre de la photosynthèse en pleine lumière. Et la nuance change tout. La respiration ordinaire, celle des mitochondries, tourne jour et nuit dans toute cellule vivante pour produire de l'énergie. Elle ne dépend pas de la lumière. La photorespiration, elle, ne se déclenche qu'à la lumière, et seulement quand l'oxygène l'emporte sur le gaz carbonique dans la feuille. C'est précisément ta situation. Stomate presque fermé, gaz carbonique interne bas, oxygène élevé. L'enzyme du cycle de Calvin se met alors à attraper de l'oxygène au lieu du gaz carbonique, et une part du carbone déjà capté est reperdue. Regarde, ta chaîne stomate fermé, gaz carbonique qui baisse, oxygène qui l'emporte est juste. C'est seulement le dernier maillon qu'il faut nommer photorespiration, pas respiration. Les deux consomment de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique, d'où la confusion classique. Mais l'une carbure même dans le noir, l'autre jamais. Et ça referme parfaitement ton point 4. Si le maïs résiste, c'est justement parce que sa séparation dans l'espace garde le gaz carbonique haut autour des enzymes et empêche la photorespiration de s'installer. Même explication des deux côtés avec le bon nom. Un réflexe à garder pour ton examen ou ton concours. Chez une plante en C3, à la chaleur et en forte lumière, la baisse de rendement vient de la photorespiration. À la lumière, quand l'oxygène dépasse le gaz carbonique dans la feuille, pas de la respiration des mitochondries. Le test qui départage, la respiration tourne dans le noir aussi, la photorespiration, jamais. Un correcteur agro attend ce mot précis. Et je te donne ta note, en toute transparence. Ton analyse est juste sur l'essentiel, la comparaison C3 contre C4 et le mécanisme central. Il te restait à nommer correctement la photorespiration. Ça fait 4 étoiles plus 8 points d'expérience. Et sois honnête avec toi-même, ton indice t'a fait franchir le plus dur, la comparaison et le bon moteur. Sans lui, ce piège du nom aurait pu t'emmener plus loin. Là, il ne te reste qu'un mot à corriger. Ah, j'ai compris. Ce n'est pas la respiration, c'est la photorespiration. Elle n'arrive qu'à la lumière, quand le gaz carbonique manque. Merci. Aux parents, votre fille ou votre fils rêve d'entrer à la FASA? Impasse sur turboclass.africa et Tot l'accompagne dans chaque matière, à son rythme. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, concrètement, comment je fais la différence à l'examen entre photorespiration et respiration, si les deux consomment de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique? Un seul test suffit, la lumière. La respiration des mitochondries tourne en permanence, de jour comme de nuit, dans toutes les cellules. Elle sert à produire de l'énergie. La photorespiration, elle, n'existe qu'à la lumière, et seulement quand le gaz carbonique manque dans la feuille par rapport à l'oxygène. Dès qu'on te parle de stomate fermé, de forte chaleur et de carbone déjà capté qu'on repère, c'est la photorespiration. D'accord, c'est clair. Et pour l'agronomie, ça sert à quoi de savoir qu'une plante est en C3 ou en C4? À choisir la bonne espèce pour la bonne zone. En région chaude et très ensoleillée, les plantes en C4, le maïs, la canne à sucre, le sorgho, gardent un rendement élevé parce qu'elles évitent la photorespiration. Les plantes en C3, le riz, l'arachide, le cacaoyer, y perdent une part de leur production. Cette différence guide directement le choix des cultures selon le climat d'une zone. C'est exactement le raisonnement qu'on attend d'un ingénieur agronome. Et tiens, prolongeons un peu, comme on le ferait ensemble dans l'appli. Reprends ta phrase du point 3, mais remplace respiration par photorespiration et dis-la moi à voix haute. D'accord. À la chaleur et en forte lumière, le riz ferme ses stomates. Le gaz carbonique interne baisse, l'oxygène l'emporte et la photorespiration lui fait reperdre une partie du carbone déjà capté. Voilà, tu la tiens. Et maintenant, une question pour aller plus loin. Et si on chauffait encore plus, disons à 45 degrés? Que se passerait-il pour le maïs, à ton avis? On regardera ça sur ton prochain exercice. Parce qu'à un moment, même une plante en C4 a ses limites. Comment savoir à l'avance dans quel sens deux produits chimiques vont réagir? Et surtout, qu'est-ce que ce calcul ne peut pas nous dire? Salut Larissa, contente de te retrouver.
Installe-toi, on regarde ça ensemble. Et retiens une chose, ce qu'on fait là, je peux le faire avec toi bien au-delà de la FASA, dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Allez, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est exposer dans l'ordre la méthode complète pour prévoir la réaction spontanée entre deux couples oxydants-réducteurs à partir d'un tableau de potentiel fourni, et préciser à chaque étape ce qu'il faut écrire. Ensuite, donner 3 conclusions que cette prévision ne permet pas de tirer en justifiant chacune. Beau sujet d'oxydoréduction, c'est-à-dire un échange d'électrons entre deux espèces. Un exercice où l'ordre des étapes compte autant que le résultat. Dis-moi Larissa, aujourd'hui, tu as pris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse. Chez Tchéboclass, on peut demander un coup de pouce, mais il consomme une question sur le quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Devant un tableau de potentiel, le fil conducteur, c'est le classement. Tu ranges les couples sur une échelle en volts, potentiel croissant vers le haut. L'oxydant le plus fort est tout en haut à gauche, le réducteur le plus fort tout en bas à droite. C'est la règle du gamma qui relie ces deux extrémités. Pense à préciser à chaque étape ce que tu écris concrètement. Et garde en tête, prévoir un sens, ce n'est pas tout dire de l'expérience. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. D'abord la méthode, étape par étape. 1. Je relève dans le tableau les deux couples, écrit oxydant réducteur, et en face de chacun, son potentiel. Je n'écris aucune valeur de mémoire. 2. Je construis l'échelle des potentiels, un axe vertical gradué en volts, potentiel croissant vers le haut. 3. J'identifie les espèces vraiment présentes dans le récipient, un métal et une solution d'ion. 4. Je trace le gamma, de l'oxydant du couple le plus haut vers le réducteur du couple le plus bas. Si les deux espèces présentes sont les deux extrémités du gamma, la réaction est prévue. Sinon, rien. 5. J'écris les deux demi-équations, une réduction, une oxydation, équilibrées. 6. Je combine en équation bilan, j'égalise les électrons, puis je vérifie éléments et charges. 7. Je calcule l'écart des potentiels pour discuter l'avancement, écart grand, réaction très déplacée, écart faible, réaction limitée. 8. Je conclus par l'observation attendue, un dépôt sur la lame, un métal qui disparaît. Et voici mes 3 limites. 1. La prévision ne donne pas la durée. Le sens est prévu, mais la vitesse dépend d'autres facteurs, la température, le contact, un catalyseur. 2. Elle ne donne pas les quantités transformées. Pour une masse, il faut les concentrations, les volumes, les masses molaires. 3. Elle ne dépend pas du détail des conditions. Diluer ne réorganise pas l'ordre des couples, donc ne change pas le sens prévu. On fait une pause de secondes ? Un like, un abonnement, un partage, et l'algorithme montre ce décryptage à un autre futur agronome. Merci. Et on retrouve Larissa et Tot. Excellent Larissa. L'indice t'a mis sur le bon rail, le classement et le gamma. Et à partir de là, tu as tout tenu. L'ordre des étapes et surtout les 3 limites, chacune bien justifiée. C'est une copie complète. Ce qui fait la valeur de ta réponse, c'est que l'ordre des étapes fait partie de la réponse. On ne prévoit pas une réaction redox au feeling. Données lues, puis échelle, puis espèce présente, puis gamma, puis demi-équation, puis bilan, puis écart, puis observation. Chaque étape prépare la suivante. 2 endroits où beaucoup de candidats trébuchent et que tu as bien géré. Le premier, identifier les espèces présentes avant de tracer le gamma. C'est cette étape qui permet parfois de conclure qu'il n'y a aucune réaction. Si les 2 espèces dans le bécher ne sont pas les extrémités du gamma, rien ne se passe. Tu ne l'as pas sauté. Le second, l'écart des potentiels arrive à la fin, pour discuter l'avancement, jamais pour décider du sens. Le sens, lui, est déjà fixé par le classement et le gamma. Tu as bien réservé l'écart à la question « très déplacé ou limité ?» C'est exactement ça. Et sur ta seconde partie, l'essentiel n'était pas d'énoncer 3 limites, mais de justifier chacune. Le piège classique, croire qu'une équation bilan dit tout de l'expérience. En réalité, elle ne fixe ni la durée, ni les quantités, ni les conditions pratiques. 3 questions distinctes, 3 domaines distincts. Tu as relié chaque limite au bon domaine. À retenir pour ton examen ou ton concours, un classement électrochimique prévoit un sens et un état final, pas une durée, pas des masses, pas le détail du protocole. Le réflexe qui sauve, ranger les couples sur l'échelle, tracer le gamma pour le sens et ne sortir l'écart des potentiels qu'à la fin pour l'avancement. Et ne jamais confondre prévoir avec décrire toute l'expérience. Et je te donne ta note en toute transparence, réponse juste et complète, 5 étoiles, plus 15 points d'expérience, 10 de base,
multiplié par 1,5 avec ton pass actif, et l'indice a pleinement joué son rôle, il t'a donné la clé du classement, tu as construit tout le reste toi-même. Ah, j'ai compris. Le sens, c'est l'échelle et le gamma. L'écart des potentiels, c'est seulement pour dire jusqu'où ça va. Et une équation bilan ne raconte pas toute l'expérience. Merci beaucoup. Encore une petite pause. Toi qui vises l'école d'ingénieur de Jiang, sur turboclass.africa, Tot t'entraîne sur toutes les matières du concours. Inscris-toi ou passe par un ambassadeur Turboclass près de chez toi. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, si l'écart des potentiels est vraiment tout petit, est-ce que ça veut dire que la réaction ne se fait pas ? Non, attention à ne pas confondre sens et avancement. Un écart positif, même petit, donne toujours le même sens prévu. Le classement a déjà tranché. Ce qu'un écart faible te dit, c'est seulement que la réaction sera limitée. Elle s'arrête sur un équilibre sans consommer tout le réactif. Le sens ne change pas, c'est juste que ça ne va pas jusqu'au bout. D'accord. Et pour trouver la masse de métal déposée sur la lame, l'échelle des potentiels me suffit ? Non, et c'est justement ta limite numéro 2 en action. L'échelle te dit qu'il y aura un dépôt, et dans quel sens, mais pas combien. Pour une masse, il te faut un bilan de matière, les quantités au départ, concentration et volume, le réactif limitant, puis la masse molaire du métal. 2 outils différents pour 2 questions différentes. Et tiens, restons 2 minutes sur ton exercice, comme on le ferait dans l'application. D'abord, une vérification. Reprends ta demi-équation de réduction et compte les charges à gauche et à droite. Si elles ne sont pas égales, c'est que le nombre d'électrons est faux. C'est le contrôle qui te sauve à chaque bilan. D'accord, je vérifie toujours les charges avant d'additionner. Exactement. Et maintenant, un « et si ». Et si dans le bécher, tu mettais le métal du couple le plus bas avec l'oxydant du couple le plus haut, mais dans le mauvais ordre? Regarde ton gamma. Les 2 espèces ne seraient plus aux extrémités. Résultat prévu, aucune réaction. Voilà comment le même tableau peut dire « ça réagit » dans un cas et « rien » dans l'autre. On s'entraînera là-dessus. Au nord du pays, des terres nues, des vents de poussière. Un candidat écrit « C'est le désert qui avance ». Erreur. Et cette erreur peut coûter cher au concours. Pourquoi ? Regarde. Salut Larissa, contente de te retrouver. Un QCM, c'est un exercice qui récompense la lecture attentive. Installe-toi. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. Alors voilà, la question c'est, dans une zone sèche du nord, on voit des sols nus, une végétation clairsemée, des vents chargés de poussière. Un candidat écrit que la cause de cette désertification, c'est l'avancée du désert. Que faut-il lui objecter en priorité ? A. Rien. L'avancée du désert est bien la cause, le recul de la végétation n'en étant que le signe visible. B. L'avancée du désert est une manifestation, les causes tiennent aux usages du sol et à la sécheresse. C. L'avancée du désert est une cause naturelle, à laquelle les usages du sol n'ajoutent rien de perceptible. D. L'avancée du désert est un phénomène sans cause identifiable, propre aux marges des zones sèches. Joli piège de culture générale, où c'est le mot lui-même qui te tend un guet-apens. Dis-moi Larissa, aujourd'hui, tu as pris ton indice ? Petit rappel avant sa réponse, chez Turboclass, on peut demander un coup de pouce, mais il consomme une question sur son quota du jour. Voyons ce que Larissa a choisi. Oui, j'en ai pris un. La culture générale, ce n'est pas mon fort. Ok, voici l'indice. Attention au piège des mots. L'avancée du désert, c'est ce que l'œil voit, un décor. Mais une image qui décrit n'explique pas forcément. Demande-toi, ce que la phrase te montre, est-ce le moteur du phénomène ou seulement son résultat ? Cherche ce qui, sur place, fait basculer une terre vivante en terre nue. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. J'ai choisi la B. L'avancée du désert est une manifestation. Les vraies causes, ce sont les usages du sol et la sécheresse. On fait une courte pause. Avant la suite, abonne-toi et partage à un ami qui prépare aussi le concours FASA. C'est gratuit pour toi et ça nous aide énormément. Voilà, on retrouve Larissa et Tot. Exact Larissa. Réponse B. Et l'indice t'a servi là où il fallait. Tu ne t'es pas laissé prendre par les mots « avancée du désert ». Tu as cherché le moteur derrière le décor. Beau réflexe. Fixons bien l'idée, parce que la confusion est très répandue. Le désert ne se déplace pas comme un front qui viendrait envahir des terres saines. Ce qui se passe est différent. Les terres situées en marge de la zone sèche se dégradent sur place. Le sol se dénude. Il perd sa couche de surface.
il ne retient plus l'eau. La végétation ne repousse plus. Au bout du compte, ces terres prennent l'aspect du désert. Donc, l'avancée du désert, c'est le résultat visible, jamais le moteur. Et les vrais moteurs sont doubles. D'abord, un climat dur, pluie rare et irrégulière, longue saison sèche, vent qui dessèche. Ensuite, des usages trop lourds pour le milieu. Cultiver sans jamais laisser le sol se reposer, trop de bêtes sur un pâturage, du bois coupé plus vite qu'il ne repousse. Voyons vite pourquoi les autres réponses tombent. La A valide l'erreur du candidat. Elle inverse la cause et la manifestation. Et le piège est lourd. Si la cause vient de l'extérieur, on croit qu'aucune action locale ne sert et on baisse les bras. La C reconnaît une cause naturelle, mais nie le rôle des usages. Or, le climat sec est ancien et ces terres portaient quand même une végétation. C'est le cumul, climat plus usage excessif, qui fait tout basculer. La D renonce à chercher une cause. Elle aussi mène à l'inaction. Un phénomène sans cause ne peut être ni prévenu, ni ralenti. Garde ça pour ton examen ou ton concours. La désertification, c'est la dégradation sur place des terres en zone sèche, sous l'effet combiné d'un climat dur et d'usages qui dépassent le milieu. L'avancée du désert en est la manifestation, jamais la cause. Et c'est ce qui change tout, parce que ça se joue sur place, une action locale, repos des sols, gestion du pâturage, reboisement, peut vraiment y faire quelque chose. Et je te donne ta note, en toute transparence. Réponse juste, 5 étoiles, plus 15 points d'expérience, la base de 10, multipliée par 1,5 avec ton pass actif. Et je te le dis franchement, l'indice t'a évité le piège du mot « avancé ». Tu l'as bien utilisé, c'est exactement à ça qu'il sert. Ah, j'ai compris. Le désert n'avance pas, ce sont les terres du coin qui s'épuisent sur place. Le mot « avancer » me montrait le résultat, pas la cause. Merci beaucoup. Encore une petite pause. Chers parents, pour quelques francs CFA, un pas sur turboclass.africa donne à votre enfant un répétiteur qui corrige chaque exercice, jour et nuit. Un ambassadeur TurboClass peut vous guider. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis Tot, si le désert n'avance pas vraiment, pourquoi tout le monde dit « le désert avance » ? Parce que le résultat, lui, se voit et se déplace. D'année en année, la bande de terre nue s'étend vers de nouvelles zones. Vu de loin, on dirait un désert qui grignote la savane. Mais regarde de près, ce n'est pas du sable qui arrive. Ce sont des terres du coin qui s'épuisent, les unes après les autres. L'expression décrit bien ce qu'on voit. Elle explique juste très mal ce qui se passe. Et concrètement, un agronome peut faire quoi contre ça ? Justement, tout l'intérêt de comprendre que ça se joue sur place, on agit sur les usages. Laisser les sols se reposer entre deux cultures. Limiter le nombre de bêtes sur un pâturage. Replanter des arbres qui fixent le sol et coupent le vent. Couvrir la terre pour qu'elle garde son eau. Rien de tout ça ne serait possible si la cause venait vraiment d'ailleurs. C'est pour ça que la bonne analyse, celle de la réponse B, est aussi une bonne nouvelle. Et si on allait un cran plus loin, comme dans l'app ? D'abord une vérification. Larissa, en un mot, avancée du désert, cause ou manifestation ? Manifestation. Le résultat, pas le moteur. Voilà, c'est ancré. Maintenant un « et si ». Imagine qu'on te dise « Dans ce village, on a divisé le troupeau par 2 et on a laissé les champs se reposer. À ton avis, la terre nue, elle recule ou elle avance ? On creuserait ça ensemble, juste après. » Un test qui repère 95% des malades. On le passe sur un plan. Il ressort positif. Quelle chance que ce plan soit vraiment malade. Presque tout le monde répond 95%. La vraie réponse est bien plus basse. Voilà le piège du jour. Salut Larissa, contente de te retrouver. Les maths, c'est ton point sensible, alors on avance tranquillement, pas à pas. Et ce qu'on fait là, je le fais avec toi sur toutes les matières du concours FASA. Et je te le dis, parce que peu de gens le savent, je peux t'aider bien au-delà de la FASA. Dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Bon, vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tot, merci d'être là. La question c'est, dans un laboratoire, on a un test rapide pour repérer une maladie sur des plants de tomates. Pour cette étude seulement, on sait 3 choses. 4% des plants de la pépinière sont vraiment atteints, le test est positif chez 95% des plants atteints, et le test est négatif chez 90% des plants sains. On teste un plant pris au hasard. Il faut calculer la probabilité que le test soit positif, puis la probabilité que le plant soit vraiment atteint, sachant que le test est positif, et commenter le résultat. Ah, un grand classique. Le test de dépistage et son piège des faux positifs. Ça tombe souvent au concours FASA. Une seconde avant que tu lises ta copie, Larissa, est-ce que tu as pris ton indice aujourd'hui ?
Une précision avant sa réponse. TurboClass permet un coup de pouce, mais il coûte une question sur son quota du jour. Alors, Larissa l'a-t-elle demandé? Regardons. Oui, j'en ai pris un. Ok, voici l'indice. Fais-toi un arbre pondéré. Au premier niveau, plan atteint ou plan sain. Au second niveau, test positif ou négatif dans chacun des deux cas. Et surtout, garde bien une chose en tête. Positif chez 95% des plans atteints, ça veut dire la probabilité d'un test positif sachant que le plan est atteint. Ce n'est pas la même chose que la probabilité qu'un plan soit atteint sachant que le test est positif. Et c'est justement ça qu'on te demande. C'est là que se cache le piège des faux positifs. Allez, montre-moi ta réponse. Voici ce que j'ai écrit. Je note M, l'événement, le plan est atteint, et T, le test est positif. L'énoncé me donne 3 choses. P de M égale 0,04, la probabilité d'un test positif sachant un plan atteint égale 0,95, et la probabilité d'un test négatif sachant un plan sain égale 0,90. J'en déduis P de M bar égale 0,96, et la probabilité d'un test positif sachant un plan sain égale 1 moins 0,90, égale 0,10. Ensuite, je dresse l'arbre. Un test positif se lit sur 2 chemins. Les vrais positifs. 0,04 fois 0,95 égale 0,038. Les faux positifs. 0,96 fois 0,10 égale 0,096. Donc la probabilité d'un test positif égale 0,038 plus 0,096 égale 0,134. Puis, par la formule de Bayes, la probabilité que le plan soit atteint sachant le test positif égale 0,038 divisé par 0,134 égale environ 0,284, soit environ 28,4%. Enfin, je commente. C'est surprenant pour un test qui repère 95% des malades, mais la maladie est rare, 4% seulement. Sur 10 000 plans, on aurait 380 vrais positifs et 960 faux positifs. Les faux positifs dominent. Le test reste utile, il fait passer le risque de 4% à 28%, environ 7 fois plus. Petit arrêt. Si ce décryptage t'aide, abonne-toi, mets un like et partage. Tu aides d'autres candidats à la FASA à nous trouver. On retrouve Larissa et Tot. Parfait, Larissa. Et l'indice a joué son rôle exactement là où il fallait. Tu as bien séparé les deux conditionnels. La probabilité d'un test positif sachant un plan malade et la probabilité d'un plan malade sachant un test positif. C'est ce renversement qui piège la majorité des candidats. Et toi, tu l'as évité. Formule juste, arbre juste, résultat juste. Reprenons quand même pas à pas pour bien graver le réflexe. La question demande, sachant que le test ressort positif, quelle chance le plan est-il vraiment malade? Ce n'est pas le 95% de l'énoncé. Ce 95%, c'est l'inverse. Sachant que le plan est malade, quelle chance le test le repère? Deux conditionnels opposés, deux nombres très différents. Ton arbre, il est propre. Premier niveau, atteint 0,04, sain 0,96. Depuis un plan atteint, test positif 0,95, négatif 0,05. Depuis un plan sain, test positif 0,10, négatif 0,90. Ensuite, la formule des probabilités totales réunit les deux façons d'obtenir un test positif. Les vrais positifs, 0,04 fois 0,95 égale 0,038. Les faux positifs, 0,96 fois 0,10 égale 0,096. La probabilité d'un test positif, c'est la somme des deux, 0,134. Et le piège est au dénominateur. Si tu oublies les faux positifs, tu réponds 95% et tu te trompes. Bayes ne garde que la part des vrais positifs dans l'ensemble des positifs, 0,038 divisé par 0,134 égale environ 0,284, 28,4%. Et la preuve la plus parlante, c'est celle par les têtes de plans. Imagine 10 000 plans. 400 sont malades, 9 600 sont sains.
Le test sort positif chez 400 fois 0,95, soit 380 malades. Mais il sort aussi positif chez 9600 fois 0,10, soit 960 plans sains. En tout, 1340 tests positifs, dont seulement 380 vrais. 380 sur 1340, ça fait bien environ 0,284. Les plans sains sont 24 fois plus nombreux. Même un petit taux de faux positifs, 10%, suffit à noyer les vrais. Garde bien ça pour ton examen ou ton concours. Dans tout problème de dépistage, repère toujours le sens de la conditionnelle. Fiable à 95%, c'est la probabilité d'un test positif sachant le plan malade, pas la probabilité qu'il soit malade sachant le test positif. Pour renverser, on utilise Bayes et son dénominateur doit contenir les vrais positifs plus les faux positifs. Et le contrôle par une population de 10 000 plans, c'est ton filet de sécurité. Il transforme les probabilités en tête de plan et rend le piège visible. Je te donne ta note en toute transparence. Réponse juste au calcul 5 étoiles, plus 15 points d'expérience. 10 de base, multiplié par 1,5 avec ton pass actif. Et je le dis clairement, l'indice t'a remise dans le bon sens de la conditionnelle, mais l'arbre, les probabilités totales, Bayes, le commentaire sur les faux positifs, tout ça, c'est toi qui l'as posé, et bien posé. Ah, j'ai compris. Le 95%, ce n'était pas la réponse, c'était l'autre conditionnel. Le vrai chiffre, c'est 28%, parce que la maladie est rare et que les faux positifs noient les vrais. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et toi qui prépares la FASA, prends un pass sur turboclass.africa. Tot corrige tes copies pas à pas, dans toutes les matières, sans jamais te juger. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace questions. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Dis, Tot, du coup, un test positif à 28%, ça veut dire que le test ne sert presque à rien ? Au contraire, avant le test, un plan pris au hasard avait 4% de risque d'être malade. Après un test positif, il en a 28,4%. C'est 7 fois plus. Le test ne donne pas une certitude, mais il concentre fortement le risque. Assez pour décider quel plan isoler ou retester. Et un test négatif, lui, garantit un plan sain à environ 99,8%. D'accord, ça c'est rassurant. Et si la maladie touchait 40% des plans au lieu de 4%, le résultat changerait beaucoup ? Énormément oui, et c'est tout l'intérêt de la question. Refais l'arbre avec P de M égale 0,40. Vrai positif, 0,40 fois 0,95 égale 0,38. Faux positif, 0,60 fois 0,10 égale 0,06. Donc, la probabilité que le plan soit malade sachant le test positif égale 0,38 divisé par 0,44 égale environ 0,86. Le même test passe de 28% à 86% de fiabilité juste parce que la maladie est plus fréquente. C'est la rareté de la maladie, pas la qualité du test, qui écrasait le résultat. Et tu sais, dans l'application, on ne s'arrêterait pas là. Je te ferai d'abord vérifier ton résultat par un autre chemin. Reprends tes effectifs. Sur 10 000 plans, 380 vrais positifs et 960 faux positifs. Ça fait combien de tests positifs en tout ? 380 plus 960, 1340. Voilà. Et la part des vrais malades là-dedans, 380 sur 1340. Environ ? Environ 28%. Exactement ton résultat par Bayes. 2 chemins différents, la même réponse, ça, c'est la preuve que ton calcul tient. Et maintenant, un « et si ». Et si, dans le stress de l'examen, tu avais répondu 95%. Où serait la faute, précisément ? J'aurais donné la probabilité d'un test positif, sachant le plan malade, au lieu de la probabilité qu'il soit malade, sachant le test positif. Exactement, le renversement de la conditionnelle. C'est le piège, et tu viens de le nommer toute seule. Voilà comment on s'entraîne ensemble, question après question, jusqu'à ce que le réflexe soit à toi. Pourquoi un simple haricot planté dans un champ rend-il la terre plus riche pour la culture d'après ? Et par quel chemin l'azote de l'air finit-il dans une plante ?
Salut Larissa, contente de te retrouver. Aujourd'hui, un sujet à rédiger. Tu dois raconter tout un cycle, du début à la fin, avec tes mots. C'est l'exercice où on voit vraiment si tu as compris. Vas-y, lis-moi ta question. Bonjour Tat, merci d'être là. Alors, la question c'est exposer les grandes étapes du cycle de l'azote dans un sol cultivé, en nommant chaque transformation et en disant qui la réalise. Puis, expliquer pourquoi mettre une légumineuse dans une rotation enrichit le sol en azote. Beau sujet, très agronome. Dis-moi une chose avant qu'on regarde ta copie. Aujourd'hui, tu as pris ton indice ? Non, la biologie c'est mon terrain, je me suis lancée directement. J'aime cette confiance. Montre-moi ce que tu as écrit. Alors, voici ma copie. Je commence par le point de départ. L'atmosphère est une énorme réserve d'azote sous forme de diazote gazeux. Mais cette molécule est très stable. Ni les plantes ni les animaux ne savent l'utiliser directement. L'azote ne devient utile aux vivants qu'une fois transformé. Première étape, la fixation biologique. Ce sont des bactéries qui transforment le diazote de l'air en azote utilisable, sous forme ammoniacale. Il y a les bactéries libres du sol, qui fixent l'azote pour elles-mêmes, et les bactéries symbiotiques, logées dans les nodosités des racines de légumineuses. Elles fixent l'azote et le donnent à la plante, qui leur rend en échange de la matière organique de sa photosynthèse. Deuxième étape, l'ammonification. Les décomposeurs du sol, bactéries et champignons, dégradent la matière organique morte, cadavres, feuilles mortes, racines, résidus de récolte. Ils en libèrent l'azote sous forme d'ion ammonium. Cette étape recycle l'azote déjà présent. Troisième étape, la nitrification. Des bactéries du sol, en présence de dioxygène, oxydent l'ion ammonium en ion nitrite, puis l'ion nitrite en ion nitrate. Ça se fait en 2 temps, par 2 groupes de bactéries. Il faut un sol aéré. Dans un sol tassé ou gorgé d'eau, ça ralentit. Quatrième étape, l'assimilation. Les racines des plantes absorbent l'azote minéral, surtout sous forme de nitrate. La plante l'intègre dans ses molécules, ses acides aminés, ses protéines. Puis cet azote passe aux animaux par la nourriture. Cinquième étape, la dénitrification. Dans un sol pauvre en dioxygène, des bactéries utilisent le nitrate à la place du dioxygène. Elles le ramènent jusqu'au diazote gazeux, qui repart dans l'air. C'est une perte pour la parcelle et ça referme le cycle. Et pour finir, pourquoi une légumineuse enrichit le sol ? Elle héberge dans ses nodosités des bactéries qui fixent l'azote de l'air. Elle couvre donc une partie de ses besoins sans puiser dans le stock du sol, contrairement à une céréale qui, elle, prend tout son azote dans la terre. À la fin de la culture, ses racines, ses nodosités et ses résidus restent sur la parcelle. En se décomposant, ils libèrent de l'azote qui venait de l'atmosphère. Le sol est donc plus riche après la légumineuse qu'avant. Mais attention, ça ne marche que si on laisse les résidus sur place. Si on emporte toute la plante, l'apport tombe beaucoup. On fait une pause de secondes ? Un like ? Un abonnement ? Un partage ? Et l'algorithme montre ce décryptage à un autre futur agronome. Merci. Excellent Larissa. C'est une copie complète, juste et bien rangée. Le genre de copie qui rassure un correcteur dès les premières lignes. Tu as tout, les 4 transformations bactériennes nommées sans les confondre, l'assimilation bien mise sur la plante et la légumineuse traitée jusqu'au bout. On est sur ta matière forte et ça se voit. Je reprends juste ce qui fait la différence à un oral d'agronome. D'abord, les 4 transformations bactériennes. Le piège classique, c'est de mélanger nitrification et dénitrification. Les 2 noms se ressemblent et les 2 parlent de nitrate. Toi, tu ne tombes pas dedans. La nitrification produit le nitrate à partir de l'ammonium. Elle enrichit le sol. La dénitrification consomme le nitrate et l'envoie dans l'air. Elle l'appauvrit le sol. Retiens-les toujours par leur départ et leur arrivée, jamais par leur nom seul. Ensuite, un détail que beaucoup oublient et que tu as vu, l'oxygène oriente le cycle. La nitrification a besoin d'un sol aéré, qui respire. La dénitrification, elle, se déclenche dans un sol asphyxié, tassé ou noyé d'eau. Même sol, mais selon qu'il respire ou non, l'azote s'accumule ou s'échappe. Troisième point fort, tu mets l'assimilation sur la plante, pas sur une bactérie. C'est la seule étape du cycle qui n'est pas bactérienne et c'est une erreur fréquente de la ranger avec les autres. Bien joué. Enfin, la légumineuse. Tu ne t'arrêtes pas à « elle fixe l'azote ». Tu vas jusqu'à la condition des résidus. C'est exactement ce que la plupart des candidats oublient. L'enrichissement n'est réel que si racines, nodosités et résidus restent sur la parcelle. Si on emporte toute la plante, l'apport s'effondre. Le dire, c'est montrer que tu as compris le mécanisme, pas juste réciter une leçon. Un dernier point à garder pour ton examen ou ton concours, nomme chaque transformation par son couple départ vers arrivée. Ammonium vers nitrate, c'est la nitrification. Nitrate vers diazote, c'est la dénitrification. Rappelle que l'assimilation est le fait de la plante, et n'oublie jamais
que la légumineuse n'enrichit que si on lui laisse ses résidus. Ces 3 réflexes te démarquent. Et je te donne ta note, en toute transparence. Réponse juste et complète, c'est 5 étoiles. Tu gagnes 15 points d'expérience. 10 de base, multiplié par 1,5 grâce à ton pass actif. Et tu n'as pris aucun indice. Tout ça, c'est toi sur ta matière forte. Ah, ça me fait plaisir. Nitrification, elle fabrique le nitrate. Dénitrification, elle le fait fuir. Je ne les mélangerai plus jamais. Merci beaucoup, Tot. Encore une petite pause. Et vous qui nous écoutez, si votre enfant prépare le concours FASA, offrez-lui un pass sur turboclass.africa. Tot le corrigera pas à pas, sans jamais l'humilier. Ou contactez un ambassadeur Turboclass près de chez vous. Et on revient pour la fin. Et Larissa ne s'arrête pas là. Juste sous la correction, il y a l'espace question. Elle s'en sert pour continuer à échanger avec Tot. Du coup, en pratique, si je suis agronome et que je conseille un paysan, je lui dis quoi pour profiter au maximum de la légumineuse dans sa rotation ? Très bonne question. C'est là que la biologie devient agronomie. 3 conseils concrets. 1. Dans la rotation, alterner une culture qui vide l'azote, comme une céréale, avec une légumineuse, l'arachide, le niébé, le soja, le haricot, pour refaire le stock du sol sans acheter d'engrais. 2. Le plus important, laisser les résidus de la légumineuse sur la parcelle ou les enfouir, sinon l'azote fixé repart avec la récolte. 3. Garder un sol bien aéré, pas gorgé d'eau, pour favoriser la nitrification qui rend l'azote assimilable et limiter la dénitrification qui le fait fuir. Fais ça et le paysan gagne en fertilité en dépensant moins. D'accord. Et pourquoi le diazote de l'air, alors qu'il y en a partout, n'est pas utilisable directement par les plantes ? Parce que la molécule de diazote est extrêmement stable. Ces 2 atomes d'azote sont attachés très solidement et ni les plantes ni les animaux n'ont l'outil pour casser cette attache. Seules certaines bactéries en sont capables grâce à un équipement particulier. C'est tout le paradoxe. L'azote est la plus grande réserve de l'air, mais le vivant dépend de ce petit monde bactérien, libre dans le sol ou logé dans les nodosités, pour y accéder. Et regarde ce qu'on ferait juste après, ensemble, dans l'application. D'abord, une petite vérification. Dans ta copie, tu dis que la nitrification se fait en 2 temps. Rappelle-moi vite, ammonium vers quoi, puis quoi vers nitrate ? Ammonium vers nitrite d'abord, puis nitrite vers nitrate. Parfait, l'ordre est solide. Et maintenant, un « et si » pour aller plus loin. Et si, au lieu de voir la légumineuse juste comme une plante qui se nourrit, tu la voyais comme un engrais vivant et gratuit. Là où un engrais azoté coûte cher et peut polluer l'eau, la légumineuse capte l'azote de l'air, le laisse dans le sol et protège même la terre. C'est ça l'intérêt agronomique, nourrir la culture d'après sans rien acheter. On pourrait creuser ça ensemble sur l'exercice suivant. Voilà Larissa, ce qu'on vient de faire ici, je le fais avec toi bien au-delà du concours FASA. Je peux t'accompagner dans toutes les classes, du CM1 à la terminale, en général comme en technique, et sur tous les concours après le bac. Toi qui nous écoutes, c'était le dernier épisode de la série. Merci d'avoir suivi Larissa jusqu'au bout. Les amis, si vous préparez le concours FASA comme moi, revoyez toute la série des décryptages concours FASA et suivez Tot sur turboclass.africa. Moi, j'ai appris à ne plus jamais confondre nitrification et dénitrification. À vous de jouer. Oui, Turboclass Africa réveille le génie qui dort. 2 fois plus vite, 2 fois plus fort, 2 fois meilleur. Du CEPO BPC